Ah. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de journée, encore plus de code après avoir codé toute la journée. Moi, je m'appelle Donia, je suis organisatrice du Google Developer Group, du GDG Sophia Antipolis depuis maintenant 4 ans. Et on organise des meet-up et une grosse conférence en fin d'année, généralement, qui s'appelle le DevFest. Et on parle pas que de Google, on parle de plein de trucs. Et aujourd'hui, on va parler de Claude. Et puis voilà, si vous avez des idées, que vous avez envie de venir parler, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des feedbacks aussi, n'hésitez pas après la soirée. Et ben, je remercie Michel. On s'associe aujourd'hui avec le JS Sophia pour la deuxième fois. Et du coup, c'est trop chouette parce que vous êtes super nombreux. Et ben, je laisse la parole à Frédéric, du coup, pour parler du JS Sophia. Ok, merci beaucoup, Sonia. Bienvenue ce soir pour cette session. Donc nous, on est JS Sophia avec Jean-Michel qui se cache dans le fond, Christophe et Michel. On fait souvent des meet-ups plus orientés JavaScript, topic un peu, enfin, JavaScript au sens large du terme, que ce soit au front, back, etc. Et comme disait Donia, ça fait la seconde fois qu'on s'associe avec le GDG pour un sujet un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais qui est très en vogue. Donc, voilà, Claude Code par Adrien. Donc, profitez bien et n'hésitez pas à échanger avec nous un peu après. Si vous avez des idées de talk, si vous voulez participer, n'hésitez pas à venir nous voir aussi. On est preneur de toutes les contributions. Voilà, voilà. Profitez bien. À toi, Michel. Voilà. Et juste un petit mot, donc moi je fais partie des organisateurs de JS Sophia, mais ce soir j'ai la casquette Datadog. Donc vous l'avez remarqué, hein, c'est Datadog qui vous accueille et qui sponsorise une partie du buffet de ce soir. Voilà. Donc maintenant, bah, je crois qu'on est tous là pour écouter Adrien. Bonsoir à tous, du coup. Donc, du coup, on va parler de Claude Code pour savoir un peu. C'est une démo que je fais, c'est la deuxième fois que je donne ce talk. Là, je peux aller beaucoup plus loin que la première fois. Du coup, je vais faire quelques petits stats au début, voir un petit peu vos compétences du coup sur l'utilisation d'agentic AI pour le développement. Et si dans tous les cas, on peut partir de zéro, et je partirai de zéro s'il y a si vous êtes plus des débutants. Donc, je pense, même si en tant que vous êtes senior sur Claude Code, j'espère que vous apprendrez des trucs quand même ce soir. C'est assez graduel, c'est très pédagogique. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et dans tous les cas, à chaque fois, il y a donc les slides, je les publierai. Et il y a les liens vers chacun des éléments de la doc aussi. Donc vous pourrez retrouver les liens officiels de la doc Cloud Code depuis les slides. Du coup, qui a déjà fait du Cloud Code? Et qui en fait tous les jours? Et qui a token illimité par son entreprise? Pas mal, pas mal. Ok, donc du coup, vous avez déjà, tous, vous connaissez un petit peu enfin, vous connaissez globalement le principe. Bon, du coup, déjà, le principe de base, c'est de développer quelque chose. Finalement, quand on développe, on écrit du code, donc on va écrire du texte dans des fichiers. Cloud Code, c'est une interface qui tourne en local, c'est un agent local sur notre machine, c'est une REPL, donc on peut écrire des trucs dedans et il nous répond. Et il est capable, du coup, de faire des opérations sur ces fichiers qui sont sur notre machine. Du coup, ça veut dire qu'il y a quand même potentiellement des problèmes de sécurité. Donc là, la machine que vous voyez, c'est une machine qui a été provisionnée spécialement pour le talk. Effectivement, du coup, pendant tout le talk, je vais être quasiment en bypass permission all tout le temps. Donc ça veut dire que je le laisse absolument libre de maîtriser mon Linux et d'aller modifier le kernel s'il a envie ou d'aller faire absolument ce qu'il veut dessus. Donc c'est pas forcément une bonne pratique. Là, c'est vraiment plutôt dans la pédagogie et pour étudier justement qu'est-ce qu'il va faire. Et à chaque fois, je vous mettrai les petits warnings aussi en mode. Je vais essayer de faire vraiment mon workflow de travail, mais sur un use case qui est très simple. Et du coup, ouais, petit à petit, on devrait voir les endroits où il y a de la validation humaine qui aurait dû avoir lieu et pour lesquels en une heure, j'ai pas le temps de la faire, donc on va la court-circuiter, quoi. Aussi, du coup, je me rends compte que j'ai pas mis le GDG sur les slides. Du coup, on pourra le modifier juste après avec un prompt, ça va le modifier. Le Markdown, c'est le langage aujourd'hui qui est un peu gagnant de facto dans notre interface avec les LLM parce que c'est un langage qui est basé sur du texte et qui quand même a du sens d'emphase et on peut donner de la sémantique avec de la forme, avec des caractères. Donc du coup, les LLM pour eux peuvent nous répondre avec du Markdown et nous, on peut aussi utiliser le Markdown pour insister sur des parties.
Et donc, pour info, tous les slides, ce que vous voyez ici, du coup, c'est du Markdown qui a donné du Reveal.js. Et on peut faire du Markdown qui va donner du PDF aussi. Nous, tout comme, beaucoup investi dans le Markdown à source. Et d'ailleurs, dans le nom du talk, j'ai mis, alors c'est peut-être un peu après, que bah, au final, maintenant, c'est un acronyme qu'on entend de plus en plus. Et moi, j'espère vous donner un peu de sens de cet acronyme ce soir. C'est le Specification Driven Development, et où l'idée, c'est que, bah, en fait, suivant l'effort et le temps que vous allez mettre pour crafter vos spécifications, aujourd'hui, vous allez avoir des outils qui permettent de les suivre. Et donc, il y a un vrai effort à faire du côté de la spec. Donc aujourd'hui aussi, je ne vais pas avoir le temps de crafter des markdowns de 2000 lignes. Du coup, par contre, j'en ai déjà crafté que je vais réutiliser. Donc je vais vous les présenter aussi rapidement. Et en fin de session, si on a le temps, je pourrai vous présenter plus en détail comment ils ont été craftés et comment ils ont été élaborés. Du coup, je disais que c'est la deuxième fois que je donne ce talk. Et c'est la sixième fois du coup que je fais générer Aura Watch, que le projet qu'on va générer ensemble ce soir, et pour lequel il n'y a quasiment pas de drift d'une session à l'autre. Et je l'ai même fait cross-langage. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en Rust. Là, je le fais ce soir en JavaScript. C'est un tout petit projet, hein, donc il ne faut pas s'attendre à. C'est pas une énorme architecture, c'est vraiment très contraint. L'objectif, c'est justement de voir sur un cas pour lequel bah, les change git, on va être capable de les comprendre parce qu'il y aura maximum 40 fichiers dans le repo, quoi. Et donc finalement, ça va pas être dur à assimiler. Mais voilà. Alors, petite introduction sur moi. Donc, moi, je suis un développeur full stack de Bashroom. Je suis aussi le fondateur de Bashroom. C'est une petite société qui fait du conseil informatique, surtout dans le cloud, l'IA et la cyber. Maman fait beaucoup de Rust. Voilà, je suis organisateur de Riviera Dev. Je ne suis pas le seul ce soir, du coup, on est assez nombreux. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre des places si vous n'avez pas pris votre place. Il y a le lien sur les slides. Oui, donc Bashroom, c'est une petite société. Donc, oui, dans le cloud, j'ai dit cloud tout à l'heure, mais notre expertise, c'est vraiment Kubernetes. Et notamment de faire tourner des workloads IA dans Kubernetes. Donc, l'idée, c'est que, bah, en fait, on commence à avoir des besoins de cartes graphiques et des besoins de virtualisation de la puissance de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, bah, Kubernetes, c'est un peu le seul cerveau open source qui peut vraiment nous donner une capacité de scaling assez forte et donc de répondre à des besoins d'IA assez forts. Après, c'est pas toujours justifié. Souvent, c'est juste la demande qui fait que du coup, bah, ça devient la hype dans Kubernetes. Et est-ce que vraiment l'IA est nécessaire partout où est-ce qu'elle est? En tout cas, il y a cette demande et Kubernetes se positionne bien là-dessus. Voilà. Et après, du coup, côté Bashroom, nous, on fait surtout des monorepos avec Moon. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Moon dans la salle? Voilà. Est-ce qu'il y en a qui connaissent NX? C'est un gestionnaire de monorepo aussi. Donc, bah, en gros, c'est qu'il y a deux principes au moment où on choisit d'organiser son code. Ça va être soit de tout mettre dans un seul répertoire commun, et ça va avoir des problèmes parce que du coup, il y a des problématiques de partage dans ce répertoire commun. Donc, on appelle ça un monorepo. Soit on va plutôt avoir des répertoires isolés et on va ensuite créer un repo orchestrateur qui va aller appeler chacun de ces répertoires dédiés. Donc aujourd'hui, c'est un monorepo sur lequel on va travailler. Et Moon, du coup, c'est un gestionnaire de monorepo. Et donc, je vais souvent lancer des tâches avec Moon, juste parce que du coup, c'est une manière de pouvoir organiser le projet. Et ce qui est intéressant aussi avec cette nuance de Moon, c'est que en fait, du fait que je lui spécifie un outil dont je vais prompter, ça lui donne déjà des règles sur les standards que j'attends qu'il fasse. Donc en fait, de lui cibler un gestionnaire de monorepo, ça va lui permettre aussi d'être meilleur et de réduire ses hallucinations dans la structure de ce qu'il va pouvoir fournir au moment des premiers drafts. Et ça, du coup, c'est empirique. Au début, enfin, j'ai fait la présentation sans, et la différence est flagrante. Après, s'il faut ce soir, rien ne va marcher. Comme on fait de l'IA, tout est sujet à hallucination. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais bon, pour l'instant, je suis assez confiant. Les modèles ne font que s'améliorer. Oui, enfin, c'est quand même un petit problème parce qu'à la base, sur la présentation, j'avais un cas d'erreur volontaire que je reproduisais avec plein de modèles. Et avec Opus 4.6, donc le dernier, je ne reproduis pas cette erreur. Donc, j'ai dû changer les slides puisque du coup, aujourd'hui, bah, le problème que je mets en évidence n'existe plus avec Opus 4.6. Donc le projet qu'on va utiliser ce soir, c'est Aurora Watch. Donc ça va être un peu notre fil rouge. À chaque fois, sur chacun des slides, va y avoir. Donc ça va tout le temps être cet affichage que vous allez voir. On va voir les change git sur la droite. On va voir les slides au milieu qui drive, qui sont vraiment l'affichage du fil rouge. Et en bas, les commandes que je vais taper. Et éventuellement, si j'ai besoin d'ouvrir plus de terminaux, on verra. Je pourrais potentiellement ouvrir d'autres terminaux que celui-ci si j'ai besoin de plus d'évolution. On verra comment on évolue.
Mais pour l'instant, dans VS Code, déjà de base, ça va se passer comme ça. C'est je prompt en dessous, au-dessus, il y a les slides. Et à chaque fois, il y a un challenge avec le petit raise hand vers la droite. Et du coup, ça, c'est le slide qui introduit Aura Watch. Aura Watch, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est une application de visualisation en temps réel. Alors, en temps réel, ça ne veut pas dire que c'est rapide. Typiquement, c'est des données qui sont mises à jour toutes les 60 secondes, mais qui sont libres, par contre, pour lesquelles on peut accéder à l'API en open source et qui nous permettent de récupérer beaucoup, beaucoup d'infos autour des aurores boréales. Et donc, l'idée du projet Aurora Watch, c'est d'exploiter cette API, de la mettre derrière un back-end de Nest.js et derrière d'avoir un front-end qui va utiliser GlobeGL pour aller exploiter ce back-end-là avec potentiellement le bombarder, parce que du coup on n'a plus la limite des 60 secondes et du ban qu'on peut avoir du côté de l'API publique. Donc en gros on vient faire du caching avec notre back-end quelque part. Donc le use case n'est pas forcément tentatif dans tous les use cases professionnels, mais peu importe, ce qui compte c'est qu'on a une source de données qui est externe. Ici du coup elle vient d'une API, on a notre back-end. Et après, on a un consommateur, on a un seul client ici qui est de type front-end et qui vient consommer l'API. Ça tourne dans le navigateur avec WebGL du coup. Euh, Pareil, dans les tests, si vous essayez de refaire Aura Watch, tous les prompts que je vais vous montrer, ils sont dans les slides. Du coup, vous pourrez vraiment refaire la démo chez vous si vous voulez refaire Aura Watch de la même manière. Et du coup, vous verrez que si vous enlevez la spécification de passer sur GlobeGL et de plutôt faire du JavaScript ou de faire un framework qui n'est pas un framework basé sur de la 3D, il échoue aussi beaucoup plus parce qu'en fait, là, du coup, quelque part, il va utiliser des SDK qui existent déjà et il va prendre quasiment aucune décision parce que du coup, en fait, la complexité de GlobeGL fait que du coup, il n'a pas 46 000 solutions pour se placer. Alors qu'à la base, quand je l'avais fait avec des SVG qui montraient les aurores boréales sur la Terre avec des SVG qui faisaient des animations, il se plantait vraiment énormément et c'est aussi la quantité de code qui était générée qui était une code base beaucoup plus grande. Du coup, ça me fait rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure. L'idée de la code base qui est grande, c'est vraiment important parce que justement, dans tous les conversations qu'on va avoir avec Claude Code, finalement, c'est la longueur de la conversation qui va déjà imputer du coup et ensuite qui va nous faire passer du temps à le débugger. Et il y a de la pollution qui se crée vite avec les LLM. Donc, l'objectif, c'est quand même de réduire au maximum l'entropie qu'on pourrait lui faire générer. Alors, du coup, on va partir vraiment d'un répertoire qui est vide. Je vous le prouve. Il n'y a rien, zéro directory, zéro file. Si vous voulez, je peux faire un "-a", il n'y a même pas de fichier caché. Voilà, il n'y a rien du tout. Le fichier est complètement vide, il n'y a pas de point Git, il n'y a rien. Euh, donc j'ai déjà lancé ces deux commandes-là, donc un mkdir pour aller créer le dossier. Je vais dans le dossier et ensuite je fais un git init. Donc là, je vais lancer mon git init. Pourquoi? Parce que, bah, pareil, Git, nouveau standard qu'on évoque ce soir, et bah, du coup, étant un standard, il est dans la base de connaissances, un standard open source en plus qui est assez âgé, ben, du coup, on a un niveau de performance de Claude Code, enfin des LLM en général et de Claude en particulier, qui est assez bonne. Parce que du coup, Git est standardisé, très utilisé. Du coup, il va très bien réussir à le gérer. Moi, en tout cas, c'est clair et net, je me sens moins fort que lui en Git. Et quand il me sort des commandes Git, parfois, j'ai même peur qu'il les exécute. Parce que du coup, justement, en fait, ce qui pour lui peut paraître un peu trivial, parce que d'avoir 50 commandes qui ont 50 sous-commandes dans Git, pour lui, c'est rien du tout. Pour nous, c'est un peu galère si on ne fait pas du Git tous les jours. Et du coup, ça amène aussi la question de la responsabilité et de savoir valider ce que fait le modèle. Et donc, typiquement, moi, j'ai pas mal de commandes Git, on les verra tout à l'heure, que je banne complètement, qui sont ce qu'on appelle deny du coup dans Cloud Code parce que je maîtrise pas en fait ce qu'il va faire s'il fait ça et du coup je lui laisse pas la main parce que comme je maîtrise pas, je suis pas capable de juger de la qualité de ce qu'il donne. Donc Cloud Code, j'ai déjà installé sur ma machine, mais c'est un package que vous pouvez installer en global avec NPM. Vous n'êtes pas obligé. Maintenant, il y a aussi un installeur direct. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir NPM non plus pour installer Cloud Code. Euh, Bon, dans tous les cas, c'est une dépendance qui est sur le PC du dev, quoi. Donc il faut un environnement de dev. Aujourd'hui, moi, je suis sur Codium, du coup, qui est la version. En fait, c'est le package en dessous qui est open source, sur lequel VS Code est construit et sur lequel Microsoft vient rajouter de la télémétrie. Et donc, du coup, je vais lancer Claude Code. Donc, pour lancer Claude Code, c'est juste, on écrit Claude. Et en fonction du dossier dans lequel on est, il va réagir de manière différente. Ici, dans ce dossier, il n'y a rien. Mais il y a quand même l'installation au niveau de mon user et de ma machine Ubuntu qui existe. Donc, si j'avais des settings au niveau de mon user, ils auraient été en conflit ou override. Ça va dépendre des settings et c'est très particulier avec ce que je vais vous montrer ici.
Comme je l'ai dit, c'est une machine qui vient d'être installée, vient d'être prévisionnée. Du coup, elle a zéro configuration au niveau de mon user. Je pourrais vous les montrer si vous voulez. Les configs par défaut, c'est juste les configs de quand vous installez Cloud Code. Il va créer un setting JSON dans votre espace utilisateur et c'est tout. Il n'y a pas eu de modif de mon côté du tout. Donc, on arrive sur la REPL. Bon, je vais la monter un peu. Alors, je vais la faire. Donc, je fais CTRL-C 2 fois pour annuler l'ouverture de la REPL. Et là, on va directement me donner un petit débrief sur ce qui vient de se passer. Donc là, j'ai envoyé aucun message dans la REPL, donc ça m'a coûté 0. Ah, c'est pas mal parce que quand même avant, quand on l'ouvrait, ça coûtait déjà, juste le fait de l'ouvrir. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc le fait d'ouvrir Claude Code qui ne fait pas d'appel à un LLM, a priori, ne vous coûte rien. En fait, c'est presque le cas. Parce que si vous écrivez Claude Code au lieu de Claude, en fait, il y a quand même un petit LLM qui vous dit t'es pas obligé d'écrire Claude, hein. Tu peux, enfin, tu peux décrire Code, tu peux juste Claude, ça suffit. Et donc, en fait, il y a plusieurs messages que vous pouvez mettre là. En fait, du coup, il y a quand même un LLM qui s'exécute quelque part. Je pense que c'est un LLM vraiment simple, genre un petit haïku ou quoi. Mais du coup, a priori, on a quand même des tokens illimités sur le fait d'ouvrir Claude Code, mais vous pourrez pas faire générer beaucoup de choses et ça sera un peu chiant de récupérer le retour depuis juste ici, quoi. Donc du coup, voilà, ça vous fait ouvrir cette petite interface qui vous récapitule où est-ce que vous êtes, le modèle d'IA que vous utilisez. Donc ici, c'est Opus 4.6. Ils ont augmenté la fenêtre de contexte. Maintenant, on est passé à 1 million. Elle a été augmentée hier, je crois. Et ensuite, il y a un niveau d'effort. Le niveau d'effort, c'est le nombre de fois où Claude Code en interne, en fait, à chaque fois que Claude Code essaie de faire quelque chose, alors maintenant on a beaucoup d'infos parce que le code d'Anthropic a leaks il y a quelques semaines, donc du coup, vous pouvez trouver sur GitHub plein d'interprétations de tout le code front que Claude Code utilisé pour sa gestion multi-agent, et c'est beaucoup de prompt engineering. Et donc la notion d'effort, c'est une notion qui est un peu propre à leur façon de faire du prompt engineering à Anthropic, où en fait ils ont toujours un producteur et un validateur, et le nombre d'efforts, c'est le nombre d'échanges entre le producteur et le validateur. Et donc vous pouvez augmenter les efforts, forcément ça va augmenter votre nombre de tokens, parce que du coup il y aura plus d'échanges entre le validateur et le producteur. Il peut mettre un effort faible, et du coup bah, il ne va pas boucler, du coup ça vous coûtera moins cher, mais le fait de boucler, bah, ça va masquer les hallucinations et ça va augmenter la qualité de la moyenne. Donc, ça a quand même du sens de mettre un effort fort. Euh, donc, moi, j'ai pas de token illimité, mais tant que j'ai des tokens, j'utilise le maximum d'efforts et Opus 4.6. Voilà. Donc là, on voit une interface qui peut peut-être vous paraître un peu brute, parce qu'on manipule dans un terminal le Cloud Code. Pas de panique, si vous préférez avoir les extensions directement, il y a une version où vous pouvez lui parler ici. Donc d'ailleurs, je vais lui parler en premier alors que... Ah oui, non, parce que là, alors, il y a des manières d'authentifier auprès de Cloud Code. Ici, du coup, je suis authentifié au niveau d'une API key propre à la machine. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas eu besoin d'avoir un petit lien qui me dit prouve que c'est Adrien Thomas qui est utilisateur de Cloud Code, parce que c'est mon compte de service qui est utilisé sur ce PC. Et donc, du coup, dans l'extension, ici, si je clique Cloud AI Subscription, il va me rediriger vers un Cloud AI, je vais m'authentifier. Ici, j'aurai un callback et du coup, je pourrais chatter, comme si je chattais avec Claude dans le navigateur, mais c'est Claude Code, donc il a accès au file system et à mon PC. Et bah, il est en local, enfin, le modèle multi-agent est en local. Il y a aussi une version, du coup, pour d'autres IDE. J'étais JetBrains, mais il y en a plein d'autres. Il y a une version web et il y a une version desktop qui n'existe pas encore sous Linux. Et il y a aussi des versions hybrides pour lesquelles vous pouvez en fait mettre votre PC en mode gateway, un peu comme OpenClaw ou IronClaw si vous connaissez ces projets. L'idée, c'est de mettre votre PC en mode gateway, qu'il aille récupérer une synchronisation avec un répertoire distant sur un serveur Git, GitHub par exemple, très souvent. Et en gros, votre PC, toutes les 2 secondes, il va demander à GitHub s'il y a eu une nouvelle exécution de Cloud Code, le récupérer et faire des exécutions en local avec la puissance de votre machine. Bon, ça scale pas trop, hein, ce genre de modèle. Ça peut être bien vraiment pour plutôt des équipes très réduites. Dès que vous avez besoin d'être sur des gros projets, c'est pas viable, quoi. Euh, pour donner un ordre de grandeur, du coup, les projets sur lesquels moi je travaille, c'est des projets au niveau monorepo, qui est à peu près 8000 projets. Donc, c'est vraiment des énormes projets avec l'objectif, c'est d'avoir plus de 500 personnes qui soient capables de travailler dessus. Enfin, c'est vraiment des gros projets, quoi, avec des fréquences de dev très très fortes. Donc du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a au niveau de mon home une config qu'on peut set, mais du coup, bah, moi je préfère les sets par projet pour pas justement polluer et mutualiser ce que j'ai pu configurer au niveau de l'équipe et au niveau du projet. Donc il n'y a quasiment aucune config que j'ai en global. Et ici, dans cette machine-là, du coup, j'ai concrètement rien en global.
Donc là, Code est lancé, normalement, il faut s'authentifier. Et là, c'est vrai que ça paraît un peu magique parce que du coup, bah, moi, il m'a rien demandé et je peux déjà envoyer des messages. Comme je l'ai dit, c'est parce que moi, je suis par API qui direct, mais il y a d'autres manières. On peut faire de l'OAuth. Et après, il y a des partenariats avec Amazon et Google. Et du coup, bah, là, c'est l'authentification de leur service ou même en interne sur leur VPC qui vous authentifie. Et vous y accédez à distance, vous les pilotez à distance. Euh, pour Claude Code, il y a pas mal de. Alors ça change tout le temps. A priori, là, c'est quand même un jour de hier, quoi. La grosse différence qu'il va y avoir entre les abonnements, c'est la confidentialité que vous pouvez assurer sur les datas qui sont envoyées. Donc aujourd'hui, Anthropic, ils ne sont pas 100% RGPD compliant. Ce sont tous les serveurs qui sont aux États-Unis. Bah, aujourd'hui, du coup, si vous avez un compte, donc c'est individual pro, donc j'ai mis compte perso pro. Donc le compte individual pro, c'est une offre pas très chère, à peu près à 20 $ par mois. Et vous pouvez, donc il y a un opt-out possible de l'entraînement, mais du coup, ça ne, voilà, c'est pas vraiment une garantie. Et surtout, il n'y a pas toutes les clauses qu'il va y avoir avec les abonnements API Team Entreprise et avec les partenariats avec les GAFAM, qui là vous sécurisent beaucoup plus, des fois carrément à être jusqu'à sur vos propres réseaux pour isoler vraiment tous les échanges que vous voudriez faire avec Claude. Donc la NOA, donc bah, peut-être il y en a qui savent pas ce que c'est. Bah, Claude Code, on peut lui poser des questions. Et donc là, je vais juste simplement lui demander Tell me about NOA. Donc je lui demande des infos pour savoir un petit peu quelle est cette organisation. Et j'ai déjà cité le nom de l'URL vers les services qu'ils mettent à disposition. Et donc, bah, il va quand même pouvoir aller explorer l'API lui-même, hein, en faisant du fuzzing à la volée. C'est-à-dire c'est lui-même qui va essayer de parcourir les différentes URL petit à petit pour aller plonger dans le website. Et ensuite, il va aller sortir les infos qu'il a trouvées. Et donc, bah, en fait, la NOA, c'est une instance qui a énormément de data. Donc, en vrai, si vous voulez faire de l'open source sur des données physiques, bah, il y a énormément de données. C'est assez impressionnant. Euh, pour tout ce qui est bah, autour des astres, il y a vraiment beaucoup de choses, du soleil, le vent solaire, les aurores boréales, le champ magnétique, les propagations du champ magnétique. Voilà, donc, du coup, ce qui est pas mal avec cette API, je l'utilise souvent quand je suis en formation ou pendant les talks, c'est que du coup, bah, vraiment, elle est gratuite, il n'y a pas besoin d'avoir d'authentification, il n'y a pas de header particulier, seulement elle est mise à jour que toutes les 60 secondes. Donc, si vous voulez moi, un truc qui fait du live, et bah, ça va pas être hyper rapide, quoi, parce que ça se met à jour qu'une fois toutes les 60 secondes. Mais par contre, du coup, bah, ça vous permet de ne pas avoir besoin de setup de l'authentification pour faire des démos ou des petits POC. Donc, du coup, alors, je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai envoyé le message. Donc, il y a eu plusieurs appels qui se sont faits. En fait, l'idée, c'est que Claude, quand il nous répond en tant que LLM, il est vraiment le cerveau, mais n'a pas il n'a pas de bras, il n'a pas d'actionneur qui lui permettent de faire des choses. Du coup, en fait, il y a des balises très particulières en XML où ça va dépendre du LLM qui vont être envoyées par le LLM pour dire, bah, en fait, remplacer ces balises XML par un vrai appel bash. Et c'est comme ça que se fait l'appel avec les outils. Alors, je sais qu'on appelle bash, mais en vrai, il y a plein d'outils qui existent. C'est le LLM qui connaît un peu la panoplie des outils qu'il peut utiliser, qui va du coup demander au client qui est sur la machine, qui est Claude Code, de exécuter une action s'il a les droits de l'exécuter, parce que du coup, il y a ce mécanisme de ban où on n'est pas obligé de l'accepter. Donc du coup, au début, il allait dans l'URL que je lui avais proposé, dans les produits. Donc il a rajouté Products de lui-même, parce que moi, dans ma phrase, ça y était pas. On peut s'intuiter du coup que c'est que déjà dans sa base de connaissances, il y avait déjà une URL avec Products, parce que du coup, il a réussi à rajouter un endpoint qui n'était pas dans son information de ce que je lui ai donné. Après, il a fait sa web search. Il en a fait qu'une seule. En général, ils en font plutôt entre 1 et 10. Ça, c'est un paramètre qui est de base dans Cloud Code pour essayer de faire de la diversité et réduire le nombre d'hallucinations. Et une fois qu'il a trouvé les résultats, il a fait un fetch pour aller les récupérer. Donc l'idée, c'est qu'au début, il va faire des recherches web. Et ensuite, une fois qu'il a trouvé les bons sites qui l'intéressent bien, il va aller récupérer le contenu de ces sites-là. Donc c'est en 2 étapes. Chaque fois, ça coûte des tokens. Du coup, Anthropic, nous, chaque appel, il nous enlève du crédit de token. Du coup, l'objectif, c'est quand même de les réduire. Et après, c'est toujours pareil, si vous réduisez le nombre de recherches web, bah, vous allez réduire la qualité de vos réponses, mais par contre, ça vous aura coûté moins cher. Et du coup, c'est un critère à aller mettre, enfin, il faut mettre un compromis dessus, quoi.
Ensuite, du coup, ça nous parle un peu du gouvernement US, pourquoi ils ont cette organisation, de quoi elle s'occupe, et la liste des différents endpoints qu'ils mettent à disposition. Donc, il y en a beaucoup. Nous, on va en utiliser que deux. Mais en gros, c'est ceux qui permettent de récupérer, je crois que c'est le vent solaire et les capter des aurores boréales pour ensuite pouvoir aller faire une scintillance sur le globe quand on va vouloir l'afficher. Bon, voilà, du coup, on voit qu'il y a les liens qui sont cliquables. À chaque fois, les sources sont, même si dans le terminal, sont des vrais liens par du Markdown qui est interprété. Je vais pas faire ça. Je sais pas ce que ça va faire. Non, ça a marché, mais il y a eu un petit message jaune au milieu. Mais du coup, donc, je peux cliquer sur les liens, les ouvrir dans mon navigateur. Ça peut être pareil avec d'autres éléments comme les images. Vous pouvez copier-coller des images directement ici dans le terminal. Il va être capable de les intégrer et de les comprendre. Pareil pour les PDF. Donc même si c'est un terminal, c'est quand même un terminal qui est assez évolué, capable d'avoir un niveau d'input et d'output avec vous qui est assez évolué quand même. Pourquoi j'aime bien aussi le mode terminal, c'est que du coup, si vous commencez à vouloir faire des systèmes autonomes qui travaillent pendant que vous dormez, bah, du coup, il vaut mieux avoir des systèmes qui n'ont pas besoin d'interface graphique et du coup de vous mettre dans la peau d'avoir un système qui doit gérer via des terminals et des process. Ça peut vous permettre aussi de passer le step de l'automatisation et de la création d'agents plus en asynchrone. Donc de base, quand j'ai juste parlé avec l'autre code, j'ai posé une question, j'ai juste écrit mon texte, comme dans un chat, comme avec ChatGPT, je lui envoie, il répond. Mais en fait, il y a des commandes un peu plus évoluées qu'on peut avoir quand c'est des petits shortcuts. Par exemple, si je tape point d'exclamation, ça me permet d'exécuter une commande bash sans envoyer à Claude Code, à Claude. Et donc, du coup, je ne vais pas payer des coûts de LLM là-dessus, ce qui permet au sein de la même conversation, on peut exécuter des commandes et ça ne vous coûtera rien. Donc, du coup, par exemple, ici, la commande à tester, c'était une commande pour aller récupérer un des JSON et aller afficher les 20 premiers résultats. Au final, maintenant d'expérience, je sais elle est pas digérable, cette liste de JSON, parce que même s'il n'y en a que 20, au final, c'est des gros JSON. Euh, Qu'est-ce que je voyais? Oui, du coup, vous voyez qu'il y a l'autocomplétion dans les features. Donc là, au fur et à mesure que vous tapez les commandes, en fait, il y a une memory dans l'historique de Claude qui vous permet de récupérer les différents paramètres, enfin, les différentes occurrences de commandes que vous auriez envoyées. Et donc là, c'est que j'exécute ça. Du coup, il n'y a vraiment aucun. Enfin, il y a la latence du CPU de mon PC pour calculer la commande que je viens de faire. Mais c'est tout. Finalement, le reste est vraiment 100% exécuté par le bash et il n'y a pas d'appel au LLM, donc ça coûte rien du tout. Donc c'est aussi une manière des fois de vous dire bah, est-ce que je peux pas est-ce que je connais pas déjà la commande bash pour faire ce que j'ai envie de faire plutôt que de lui demander d'exécuter quelque chose, bah, si vous le faites vous quelque part vous économisez si vous le faites une fois sur deux vous économisez la moitié de votre budget de token. Voilà. Alors il y a d'autres features qui sont directement dans le chat, mais je vous les montrerai après. Pour l'instant on a vu du coup le point d'exclamation et les messages directs. On a vu aussi les web search. Et donc, on pourrait lui demander d'autres éléments. Bon, voilà, je vais pas vous faire un exemple avec une recherche qui est focalisée sur aller sur Internet, mais il peut aller chercher sur Internet. Vous pouvez aussi vous servir de code pour trouver les meilleurs restos près de chez vous, ou peu importe. En fait, il a accès à Internet et vous pouvez boucler dessus et créer des systèmes agents au-dessus. Oui, et du coup, bah, il comprend aussi en fait, tout ce qui est texte, il le comprend. Donc, a fortiori, si vous lui donnez un SVG ou un diagramme GraphViz ou enfin, quelque chose qui a du sens, mais écrit par du texte, il va le comprendre aussi. Vous pouvez même lui parler en phonétique si vous voulez, il va le comprendre aussi. Alors, euh, du coup, l'idée, c'est que si le problème, enfin, le challenge qui se pose, c'est que on veut créer un projet qui s'appelle Aura Watch, mais du coup, il nous faut un support pour aller mettre notre backend, notre front-end qu'on a évoqué dans les premières slides. Et il y a une commande pour Claude Code pour setup un repo Git qui est vierge, qui s'appelle /init. Mais du coup, il va se baser sur la code base qu'il a pour pouvoir créer l'ensemble de ses configurations de mémoire, donc au niveau du cloud.md à la racine.
Sauf que du coup, comme là, ici, l'objectif, c'est plutôt de partir d'un repo qui est from scratch, ben, on n'a pas trop de contexte. C'est pour ça que je vous disais que j'avais préparé des petits markdowns qu'on va utiliser maintenant. Donc, il y a trois markdowns. Un de spécification fonctionnelle, qui est un peu le premier à rédiger. Donc là, le besoin, c'est d'afficher les aurores boréales qui scintillent sur un globe terrestre. Il n'y a pas de notion de back-end, de front-end, c'est vraiment une explication du produit. Après, il y a un découpage back-end pour aller créer une API qui est du coup l'exposition de ce produit indépendamment du client. Et aujourd'hui, on n'a qu'un seul client qui est un client de type front-end. Et donc, il y a les specs de ce client de type front-end qui est un client vraiment très très simple. Il n'y a même pas de framework. C'est un fichier HTML avec du JS et du CSS. Dans tous les cas, on fait appel à la librairie GlobeGL. Donc, on a assez peu de code de notre côté. C'est vraiment juste une petite frame pour pouvoir afficher le globe. Vous voyez au niveau des tailles qu'ils sont quand même pas petits, ces Markdown. Je vais vous en ouvrir un, juste celui des specs fonctionnels, pour que vous ayez une idée. Donc, je vais dézoomer. Donc, là, l'idée, c'est que, en fait, il y a beaucoup de choses que vous allez... Ces fichiers-là, ces Markdown, c'est des fichiers, plus vous allez passer du temps à les crafter, plus il va comprendre ce que vous voulez faire. Donc en fait, vous pouvez aussi passer du temps à avoir une logique d'architecture et d'auto-création des parties de ces fichiers-là. Et donc, au fur et à mesure de la presse, vous allez voir des parties où pour nous, il y a des commentaires qui s'appellent auto-generated something. À chaque fois qu'il y a une partie auto-generated, c'est justement Moon qui est configuré pour aller récupérer les dépendances du repo et mettre à jour ces parties dans les markdowns, ce qui fait que le repo peut continuer à grandir et évoluer. Les markdowns restent consistants, parce que du coup, les parties qui grandissent sont celles qui sont auto-générées dans le markdown. Donc, au fur et à mesure du temps, vous pouvez continuer à avoir de l'apprentissage. Dans tous les cas, vos markdowns vont continuer à scale. Alors, il y a une limite à ça. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est à 40 000 caractères par fichier Claude, donc ça correspond à peu près à 500 lignes. Mais du coup, ça augmente vraiment considérablement tout le temps. Et donc, du coup, c'est aussi important de se dire, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse attention à diminuer mon nombre d'items dans ma table des matières, ou est-ce que ma vitesse d'augmentation du nombre de titres que je pourrais avoir est finalement plus faible que la vitesse d'Anthropic à délivrer des fenêtres plus grandes? Donc, il faut aussi vraiment le mesurer à parcimonie. Là, vous voyez que j'ai quand même un gros fichier. On a 500 pages pour des specs fonctionnels sur un produit qui ne fait vraiment que récupérer une API qui existe et qui l'a fait afficher sur un globe GL, mais parce qu'il y a énormément de choses qui ont été spécifiées. On vient aller carrément spécifier les dépendances qu'il va falloir installer, qu'on n'en veut pas d'autres, on a les dépendances du front qui sont spécifiées pour aiguiller les deux specs d'après qui vont être back et front. Et on a un gros JSON d'interface pour spécifier le contrat d'interface qu'on va avoir avec la NOA. Voilà, donc du coup, vous voyez quand même que même il fait 500 lignes, finalement, il n'est pas très volumineux sur la largeur. C'est juste qu'il est très hiérarchisé et qu'il y a des parties de code et qu'il y a vraiment du nesting dans les titres. Mais enfin, il y a quand même assez peu de code dans ce que je vous montre. Et il y a quand même l'architecture. L'architecture, bah, ça, c'est vraiment essentiel pour qu'il puisse ensuite valider ce qu'il est en train de générer. Et bah, ça prend du temps. C'est comme le naming de variables ou le naming de fichiers. Bah, effectivement, c'est ce qui va diminuer les techniques si on arrive à bien l'organiser sur nos projets. Et ça peut prendre du temps de justement choisir les bonnes variables, choisir les bons noms. Et bah, ça, c'est du temps qui est opinionné, qui est en fonction de ce que vous avez envie d'avoir. Et donc, quelque part, ça, c'est quelque chose que la machine ne pourra jamais vous enlever. Euh, hop. Donc ça, c'est pour les specs d'Aurora Watch. Du coup, bah, je vais les récupérer. Donc ça, c'est le dossier doc que je vais mettre à la racine hop, de ce projet. Du coup, on va le voir apparaître ici. Voilà, doc, avec les trois fichiers d'Aurora Watch ici. Et donc, ça va être ma base pour lancer un /init. Je pourrais faire ça et j'aurai l'historique de ce qui est au-dessus qui ne va pas trop me poser de problème. En fait, dans la version par défaut de Claude Code, le petit prompt qu'on vous met en dessous, là, ça s'appelle la status line. Elle ne vous dit pas combien ça vous coûte la conversation sur laquelle vous êtes. Donc, ça peut vous inciter à vouloir rester sur la même conversation. Ça va vous coûter vraiment beaucoup plus cher que de simplement à chaque fois kill votre conversation et en rouvrir une autre. Et là, à chaque fois, vous aurez le coût. Donc là, c'était 15 centimes pour les échanges qu'on a fait.
Et du coup, moi, je vais plutôt prendre le réflexe à chaque fois de rouvrir une session et de repartir de zéro. L'idée, c'est comme tous les LLM, c'est que s'il a 5 messages dans son historique de conversation avec vous, quand vous envoyez le sixième, bah, lui, il ne reçoit pas le sixième, il reçoit tout l'historique. Et donc, plus votre historique est grand, et donc plus les échanges sont consommateurs, et donc plus ça vous coûte. Ça, en plus, ça n'augmente pas forcément les performances. Donc, il vaut mieux réussir à faire des one-shot prompts plutôt bien faits, en faire plein, plutôt qu'essayer de faire des grandes conversations et d'essayer de taper d'un côté, parce que finalement, ça va ressortir, c'est un autre côté qui va échouer. En général, c'est juste qu'il a trop de contexte, s'il commence à avoir des comportements comme ça. Donc là, je vais l'envoyer, slash init, et j'en vois rien d'autre. Et il va travailler de son côté, il va explorer les 3 markdowns. Donc là, voilà, là, il fait une recherche par pattern. Il dit qu'il a trouvé que le dossier docs, qui sont des specs pour un code qui n'existe pas. Et ensuite, il va essayer de bah, voilà, là, il a essayé de voir s'il n'y avait pas des règles cursor ou copilot qu'il aurait pu migrer vers Cloud Code. Aujourd'hui, c'est pas le cas, du coup, on est sur un repo vierge. Et finalement, il a une vision complète de ce qu'il faut faire. Alors, il dit souvent ça, c'est pas tout le temps vrai. Euh, Voilà. Bon, je sais pas combien de temps. Pareil, ça c'est une incertitude parce que des fois il est très rapide à répondre, des fois il met des minutes. Je sais pas si du coup j'enchaîne sur des concepts ou si j'attends qu'il réponde. Bon, ouais, il a répondu. Donc là, du coup, on voit l'opération d'écriture. On a le lien vers le dans le file system, donc ça veut dire qu'il est cliquable. Je peux cliquer dessus, ça me redirige vers le cloud.md. Je fais mon petit CTRL B, CTRL J, et là, du coup, je vois le cloud qui a été généré par le init. Donc, je vois que du coup, bah, en tout cas, il a bien saisi qu'il y avait une partie sur le JS, quoi. C'est du JS côté back, du JS côté front. Qu'il y a une dynamique testing qui est quand même importante hein, dans les fichiers que Markdown de doc. Bah, finalement, c'est vrai qu'on lui spécifie beaucoup ça, hein, d'être en domain-driven design, mais d'être aussi en test-driven design. Quelque part, une fois que vous avez vos specs, bah, écrire les tests, c'est un peu l'ancrage de vos tests au niveau technique. Enfin l'ancrage de vos critères d'acceptance au niveau technique, d'écrire vos tests. Donc ça a quand même, bah, c'est dans la continuité, ça a vraiment du sens d'aller dans ce sens-là, quoi. Spec, ensuite test et ensuite implème. Bon, ça peut aussi être fait en parallèle. Aujourd'hui, il y a un peu les deux vibes qui se battent. Soit vous avez des agents qui font vos tests et d'autres qui écrivent l'implème. Soit vous avez un sens préféré par d'abord test, ensuite test, ou test et ensuite code. Dans tous les cas, testez vraiment parce que du coup, c'est un moyen pour l'LM de savoir s'il a tort ou pas. C'est-à-dire, si vous voulez faire une implème en lui garantissant que le test est bon, bah, du coup, il saura que l'implème doit qualifier ce test-là. Et à l'inverse, si vous changez un truc dans l'implème mais qu'il connaît les tests, il va aller mettre à jour les tests. Et donc, ça vous fait vraiment un verrou sur la stabilité de votre code. Voilà, donc il a évoqué les deux endpoints qu'on va utiliser au début. Et bon, voilà, il y a pas grand-chose, hein. Du coup, c'est vraiment un tout petit Claude. Euh, ouais, je pense qu'il est à peu près 3 fois plus petit que la dernière fois que j'ai fait la démo. On va voir si ça suffit. Alors, hop. Alors, il y a d'autres commandes, je vous les montrerai, mais en fait, quand on fait slash, là j'ai fait slash init, on a vu une commande, il y en a plein. Mais du coup, je vous les montrerai quand il y a une instance qui est en train de tourner et de générer un truc, pour pas être en attente, quoi. Hop. Alors, ensuite, là, le besoin, c'est, bon, on va commencer à générer du code. On a des specs, on a une initiation de la mémoire. Donc, le cloud.md, au niveau des concepts cloud, c'est la mémoire. Du coup, on va vouloir commencer à générer du code. Ben, la question se pose suivant quelle convention. Et donc, l'idée, c'est de dire, je veux que Cloud Code respecte mes conventions REST Microsoft, nommées en anglais, avec des tests obligatoires. Euh, la feature Cloud Code qui répond à ça, ça s'appelle des rules. Donc, du coup, ça se met dans le point Cloud à la racine de votre repo, où vous allez mettre des fichiers Markdown que vous pouvez organiser et nester en donnant des priorités entre les différentes rules que vous créez. Aujourd'hui, on va en créer qu'une seule. Enfin, peut-être pas. En tout cas, on va d'abord créer convention.md, qui est donc la convention qui répond au suivi des règles REST de Microsoft. Donc, Microsoft publie en open source son opinion de comment faire du REST au-dessus du HTTP. Donc, du coup, si vous n'avez pas envie de réfléchir trop à comment organiser vos endpoints REST, bah, caler sur le standard de Microsoft, c'est aussi un bon moyen de ne pas trop se prendre la tête. Du coup, je pourrais toujours envoyer dans ce thread-là
et continuer la conversation. Pareil, je le fais pas. Moi, la base de mémoire que je considère, c'est mon repo et pas le fil de la conversation qui, du coup, pourrait m'en générer plus de coûts et qui, en plus, est souvent itératif parce que vous allez lui demander des choses, puis changer d'avis. Et donc, au final, il y a beaucoup de bruit dans cette conversation. Alors que le code qui est commité, c'est le code sur lequel il y a eu de l'engagement qui a été mis. Donc, du coup, la première étape, c'est de lui dire de lire tous les markdowns qu'il y a dans le dossier doc. Et le dossier doc, on va le préfixer par un petit arrobase, ce qui va provoquer cette ligne en dessous de ce que j'ai envoyé, qui du coup lui permet d'aller lister sans avoir eu besoin d'aller chercher ce qu'il y a dans le dossier. Donc, il n'y a pas eu besoin de faire un appel LLM pour aller dire d'aller faire un LS dans le dossier pour trouver la liste. Là, c'est vraiment au niveau des commandes, c'est avant que le LLM reçoive l'information que le arrobase est allé récupérer le contenu du fichier pour l'envoyer au LLM au premier appel. Donc il y a aussi un gain en fait on peut diminuer notre nombre d'appels par deux pour tout ce qui est recherche dans les fichiers, c'est d'utiliser le arrobase plutôt que de le laisser d'abord chercher le fichier puis ensuite de vous ressortir son contenu. Et ensuite, on nous dit d'aller créer la rules. Et donc, finalement, elle est assez simple aussi. Par contre, on lui met les liens directs vers la doc de Claude, notamment au niveau de la mémoire. Et ça va pas mal l'aider parce que du coup, soit il va considérer que c'est un concept qu'il sait déjà parce que cette URL, il la connaît, ce qui peut être faux aussi, hein, parce que l'URL peut rester la même, mais le contenu peut changer, mais il a un peu ce réflexe-là. Soit bah, c'est pas le cas et du coup ça va l'inciter à aller chercher sur Internet et du coup à récupérer de la doc à jour sur ce que vous vouliez utiliser dans votre projet. Donc plutôt que d'écrire juste Claude Code, mais d'écrire Claude Code avec le lien de la doc qui correspond à la memory, bah, finalement ça va l'aider à mieux cibler. Bon, donc là il va tourner, donc je vais ouvrir. Alors voilà, il me demande des permissions. Donc là du coup il a commencé à vouloir faire des choses dans mon repo. Mais jusqu'à maintenant, je ne lui ai pas donné droit de faire des manipulations sur le PC réellement. Du coup, il se passe qu'il y a une interface interactive où il va me poser des questions, je vais pouvoir lui répondre oui ou non, et en fonction de ça, il va faire ses actions ou pas. Donc là, il me demande s'il a le droit d'aller faire un mkdir-p dans .claude. Pourquoi? Parce qu'Entropik a mis une protection au niveau du point .claude. C'est-à-dire que même si vous êtes en bypass all partout, le fait qu'une IA puisse se modifier elle-même, bah, ce n'est pas quelque chose de toléré aujourd'hui. Donc le point Claude ne peut pas modifier son propre point Claude, ce qui lui donnerait les droits de faire vraiment ce qu'il veut sur votre PC. Et du coup, il y a deux manières de lui répondre. Soit ça va être oui ponctuellement, soit non ponctuellement, soit oui et lui faire enregistrer dans sa mémoire que pour ce type d'opération-là, il doit toujours accepter. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt quand même de faire l'inverse, donc d'avoir plutôt un bypass permissional et de bannir les commandes que vous considérez comme à risque ou pour lesquelles il échoue souvent et que du coup, vous ne voulez pas qu'il les exécute parce qu'il est mauvais à les exécuter. Donc là, je vais mettre oui. Donc là, je pense qu'il va mettre un peu de temps. Je pense quand même 2-3 minutes. Donc on va voir un autre concept en parallèle. Alors, on peut ouvrir autant de sessions qu'on veut de Code Code. Donc potentiellement, vous pourriez en avoir beaucoup, beaucoup en parallèle. En fait, ce qui va faire au bout d'un moment que vous allez réussir à en ouvrir un autre, ça va être votre capacité à relire ce qu'il a produit. Et nous, la condition humaine évolue un peu plus doucement que les IA. Du coup, ça va être limitant pendant pas mal d'années, je pense, ça. Du coup, ben, c'est vraiment notre temps qui va faire que on va être limité dans la productivité qu'on peut donner. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion et c'est aujourd'hui, moi j'arrive à tenir 8 fenêtres de Cloud Code en parallèle et c'est ultra intense. Je ne peux pas le faire pendant plus d'une heure. Donc c'est vraiment switcher d'un contexte à l'autre, quoi. Enfin, du coup, au niveau du cerveau, c'est vraiment difficile de raccrocher les wagons. Mais par contre, du coup, c'est impressionnant de manager 8 IA en parallèle, quoi. Donc finalement, c'était pas si long. Vu la taille du cloud du début, j'espère qu'on va pas avoir une démo qui fait rien du tout. Il a fait sa convention en tout cas, donc on va aller la voir. Donc la convention, elle commence par un front matter qui va spécifier quand doit s'exécuter ce prompt. Finalement, tout ce qu'on met dans les markdowns, c'est des prompts. Et en haut, du coup, dans le front matter, bah, ça va filtrer sur à chaque fois que Claude va voir un fichier qui est dans apps et qui finit par TS ou par HTML, alors cette rules doit s'exécuter. Donc ça vous permet de automatiquement faire du formatage, par exemple, ou de la validation, de l'audit. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire basées sur les globes en définissant au niveau du pass en haut.
mais quand même, on sait déjà qu'on a un back et un front. Donc on peut le faire évoluer aussi un peu de nous-mêmes. Donc on peut lui dire, bah non, split them in three parts, one shared, one back and one front. Et bah, du coup, il va aller créer 3 rules. Peut-être qu'il va les imbriquer, ce qui est possible. On peut le faire bah, à souhait. Justement, Claude est capable d'aller explorer assez profond, ce qui fait que ça scale bien même sur les énormes repos avec des milliers de projets. Voilà. Donc elles sont là. Dans les rules, dans le point Claude ici. Alors je vais zoomer un peu parce qu'on ne voit pas trop. Voilà. Du coup, bah, là, il a créé les 3 conventions. Alors, il n'a pas beaucoup de contexte, hein, donc du coup, forcément, il n'a pas créé des conventions ultra hardcore. Sur le back-end, on avait donné la référence de Microsoft, et ben, il l'a bien reçu dans le back-end. Voilà. Non. Hop. Donc là, on a envoyé ce prompt, on a eu le résultat. Là, le lien vers la doc des rules. Hmm. Désolé, je me suis perdu. Enfin, j'ai mis ce clic. Voilà. Donc du coup, bah, quand on a vu, il m'a demandé mon autorisation. Mais si vous voulez configurer finement, vous pouvez le configurer vous-même dans le fichier local.cloud /settings.json. Vous allez pouvoir définir qu'est-ce que vous voulez qu'il vous demande, qu'est-ce que vous voulez qui s'exécute sans rien vous demander, qu'est-ce que vous voulez qui soit jamais exécutable, et qu'est-ce que vous voulez qui s'exécute mais en ayant fait un plan, c'est-à-dire une liste de tâches et avec potentiellement un phasing sur ces tâches-là. Et donc, ça s'écrit comme ça. Il y a une clé permission et on va mettre allo avec une liste de commandes, par exemple bash npm run étoile. Bah, du coup, ça, c'est une commande qui est autorisée. Tout ce qui est npm run, on a le droit de le faire. Bon, du coup, je ne conseille pas trop de faire ça, hein, parce que du coup, npm, c'est quand même un endroit où il y a pas mal de failles de sécurité. Du coup, de laisser le PC exécuter n'importe quel package JS, c'est pas forcément très sécure. Et après, il y a des configurations un peu plus méta qu'on voit pas trop, et sur lesquelles on peut s'habituer. Mais bon, quand même, c'est bien de savoir qu'elles existent. Donc la status line, c'est un peu comme l'équivalent du PS1 dans vos configurations de terminaux. Ça va être l'écosystème qui gravite autour de votre REPL. Par exemple, ici, j'ai une autre instance enfin, j'ai un autre repo, et dans ce repo, j'ai une autre status line. Bah, là, elle est beaucoup plus complète. Ma status line ici. Alors là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, par contre, ça me dit attention, tu as un cloud qui est un peu plus trop gros que ce qu'il faudrait. En même temps, j'arrive pas à le réduire. Et du coup, ensuite, il va me donner les infos sur la branche dans laquelle je suis, le dossier sur lequel je suis, le modèle que j'utilise, le style de réponse. Donc, bah, on va le voir après, les différents styles. Le coût que cette session a au cure. Le temps qui s'est passé. Et après, il va y avoir des niveaux de cache, nos tokens qui sont consommés, nos tokens qui ont été utilisés en input, nos tokens qui ont été utilisés en output, nos tokens qui ont été utilisés en syncing. Enfin, il va commencer à avoir vraiment tout l'ensemble des stats qui vont s'afficher. Au pire, dans tous les cas, on a de la place sur la droite. Donc là, vraiment, sur 2 lignes, on peut avoir énormément d'infos qui se chaînent. Notamment, moi, une info que j'aime bien avoir, c'est combien ça coûte, quoi. Euh, hop. Donc là, je reviens sur un setup qui n'est pas configuré, mais du coup, c'est une status line qu'on vient de voir. Mais il y a aussi les LSP. Donc les LSP, c'est le Language Server Protocol. Et du coup, ce qui va permettre à Cloud Code de communiquer directement avec les serveurs protocolaires de langage qui sont en fait faits souvent par les organisations ou les fondations qui maintiennent les langages et qui vont publier tout un ensemble de règles, par exemple des règles de build ou des règles de linting ou des erreurs de syntaxe ou des conseils même parfois pour vous proposer des autres patterns que les patterns que vous avez faits. Donc ça existe depuis longtemps, hein. En fait, c'est même un peu comme ça que les IDE se construisent. Mais bah là, c'est un peu fort de le binder à un client qui est Cloud Code en local. C'est-à-dire que Cloud Code peut récupérer en live les retours que vos compilateurs auraient pu faire sur vos machines, du coup réagir à l'erreur de compilation, proposer un fixe à l'erreur de compilation, et tout ça, ça se fait parce qu'il a accès au Language Server Protocol. Donc du coup, bah, dans Cloud Code, oui, il y a une fenêtre de contexte qui peut être assez grande. Donc là, j'avais commencé à vous mettre une image de comment
on peut essayer de visionner les différentes fenêtres de contexte. Au final, j'en ai fait un diagramme plus tard qui est un peu mieux fait. Là maintenant, on veut créer la structure, mais pas tout d'un coup, juste les fondations. En gros, on va lui donner 5 étapes. Et ces 5 étapes, ça va être d'architecturer le premier appel pour endpoint qui va nous permettre de récupérer la donnée sur les aurores boréales. Du coup, cette fois, je l'envoie dans le main thread. C'est juste pour gagner un peu de temps. Du coup, Claude, il va lire ce fichier. En fait, c'est chiant parce que le fait d'avoir mis les slides ici, moi, je ne vais pas trop le changer. Bon, je le garde comme ça, c'est quand même plus à l'aise. Mais du coup, il va suivre ce prompt. Je ne sais pas si vous arrivez trop à le lire, mais en gros, ce prompt, il est fait avec des techniques de prompt engineering. La première, c'est lui donner le contexte pour lui dire d'aller chercher tous les markdowns qui sont dans la doc, donc d'aller lire ces 3 markdowns qui sont ici. Le deuxième point, c'est le travail vraiment qu'il a à faire, qui est appelé ici le ultimate goal. Et après, on lui fait du think twice, donc take a breath, take a step back, take time to think, meditate. Et ensuite, on lui dit que si jamais il n'a pas compris à 100% ou il n'est pas confiant dans sa capacité à réaliser la tâche à 100%, qu'il nous pose des questions pour clarifier le besoin. Et ensuite, quand il est prêt, eh ben, il n'a pas le droit à l'erreur, il doit tout générer, mais il ne doit pas être ambitieux. Il doit être focus sur le fait d'avoir un succès sur un exemple minimal qui répond aux besoins. Bon, bah, c'est en train de tourner, mais du coup, dans l'idée, ça va nous donner ce endpoint qui va nous permettre de vérifier que le Swagger fonctionne et qu'il y a un try-out sur le Swagger. Et donc, effectivement, on arrive bien à récupérer les données des aurores boréales depuis notre API qui vient d'être créée en Nest.js, du coup. Mais du coup, ce code, bah, si on se dit qu'on va vouloir générer pas un endpoint, mais on a vu qu'il y en avait beaucoup pour l'API de NNOA, des endpoints qui existent, qu'on en pourrait avoir envie d'exploiter, et on veut le lancer à Cloud Code en parallèle, en mode, allez, chacun un endpoint, vous en prenez tous un et vous le faites bien. Au bout d'un moment, il va y en avoir toujours un qui sera pas très bien fait, ou il va y avoir une entropie qui va se générer dans ce que envoie le LLM. Et donc, on peut s'en sortir pour essayer de réduire cette entropie en créant des commandes particulières, notamment la commande qu'on va créer ici, c'est une commande d'audit qui est donc parcourir les différents fichiers de ce repo et qui va auditer le repo sur plusieurs points. Notamment, il va étudier le niveau de licence. Est-ce qu'il y a des trucs propriétaires qu'on utilise ou des trucs qui ont des licences commerciales qu'on n'aurait pas utilisées, ne sont pas vraiment open source. Il va étudier aussi l'architecture. Il va donner son point de vue de software engineer. Euh, et de cet audit, après, bah, c'est à nous d'y réagir. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une modification de fichier, là, c'est une analyse de fichier pour nous sortir quelque chose, et c'est à nous de réagir à cet audit pour demander les tâches à faire ou accepter la faille de sécurité si on n'a pas le choix. Donc, bon, il va continuer, je laisse continuer. Mais du coup, ça, en tout cas, quand on fait slash et qu'on écrit quelque chose, ça nous donne l'accès aux commandes. D'ailleurs, il y a une petite commande qu'on va voir tout de suite qui s'appelle by the way. Et du coup, by the way, vous pouvez juste dire des choses qu'en fait, c'est pas dans le contexte. C'est-à-dire, il connaît un peu son contexte, mais il a quand même le droit de répondre à 2 questions en parallèle, mais avec pas trop d'efforts. Il ne faut pas trop demander des trucs ou des tools. Mais voilà, là, du coup, il nous dit où est-ce qu'il en est. Ça peut être un moyen de récupérer un statut sur les tâches qu'il a en cours. Et donc là, il nous dit qu'il est en train d'explorer le repo. Il n'y a encore aucun code source. Pas de questions pour ma part. Les specs sont très détaillés. Couvre tout. Je suis prêt à exécuter. Dès que tu valides, on y va. Bon, voilà. Du coup, il est encore en train de tourner. Donc dès qu'il aura fini, on lui enverra ce prompt-là, qui est du coup celui qui suit pour aller créer un audit au-dessus de ce qu'il aura généré. Et dans les commandes, alors en fait, ça a été renommé Enfin, les skills, c'est une notion Cloud Code qui permet de faire des commandes. Donc du coup, avant, il n'y avait pas les skills, il n'y avait que les commandes. Maintenant, en gros, pour faire des commandes, on fait des skills, mais on appelle encore ça des commandes. Parce que finalement, on les exécute comme des commandes avec un slash et on va récupérer la commande à exécuter. Et pourquoi? Parce qu'elles ont un ensemble d'arguments. C'est-à-dire, on va aller pouvoir récupérer ce qui a été mis après le audit. Elle a accès, bien sûr, au code.md. Le code.md, il est injecté dans toutes les conversations. Donc, ce que vous avez ici, 100% des conversations l'auront en contexte. Ensuite, on va aller pouvoir préciser les tools qu'elle a le droit d'utiliser. Donc, on va pouvoir aller créer des commandes qui ont des droits et des privilèges un peu différents en fonction de ce qu'elles font. Notamment pas accès à Internet ou pas accès au réseau si tu as accès au storage ou enfin, commencer à faire des petits filtrages pour justement essayer de réduire la surface d'attaque. Et ensuite, une description qui est celle qui est affichée ici
quand je fais la commande. Donc c'est vraiment très extensible, hein, vous allez pouvoir en créer plein. Je crois de base, il y en a, ouais, je dirais qu'il y en a pas loin de 50, peut-être même plus. Euh, et notamment la commande cost, qu'il ne faut pas hésiter à faire très souvent pour voir à combien on en est. Voilà, donc là, du coup, on ne l'avait pas vu jusqu'à maintenant, c'était les agents standards. Donc en fait, là, il a lancé un agent standard qui a utilisé 21 tools, donc 21 actions à faire, et qui ont consommé 29 000 tokens en 27 secondes. Maintenant, du coup, ça lui a permis d'acquérir un contexte plus élevé. Et il nous dit que bah, qu'il a tout ce qu'il faut, hein, et que du coup, il est parti pour faire l'API et le front. Donc du coup, bah, hop. Ah, hop. Bah, on peut voir ici tous les fichiers qu'il est en train de créer. Alors parfois, ça va être un peu tronqué comme ici. Du coup, on peut faire CTRL-O pour expand vraiment tout. Et donc là, avec le CTRL-O, je vois vraiment 100% des échanges qui se sont faits. Il y a pas de troncage. Et donc, je peux regarder tous les fichiers qu'il a générés. Bon, je peux aussi les regarder dans le Git ici. Après, dans le Git, là, du coup, c'est pas très pratique parce que vu que bah, il n'y a pas d'historique Git, j'ai pas trop de change que je peux voir parce qu'on est en train de tout faire sur un seul commit. Alors pareil, on pourrait commit entre chacune des étapes, hein, ce qui serait une très bonne pratique pour avoir les diffs à chaque fois. Là, c'est juste pour un gain de temps que je fais pas de commit entre les messages. Voilà, donc là du coup, bah, il a tenté quelque chose en tout cas. À voir si ça marche. Il est encore en train de générer des trucs, mais en tout cas, bon, il a fait le serveur déjà. On va le laisser continuer à générer. On va passer sur les slides. Je sais pas si vous avez vu, des fois les LM ils nous répondent avec des tirets qui sont pas vraiment des tirets. Et du coup, bah, ils nous démasquent. Et du coup, bah, quand on a voulu envoyer un message avec de l'IA à quelqu'un qui voulait qu'on l'envoie pas avec de l'IA, s'il reste un petit tiret au milieu, vous allez pouvoir vous faire démasquer. Parce que c'est une des manières que les IA ont de répondre. Elles vous répondent avec des tirets qui ne sont pas les tirets standards. Moi, je ne sais pas trop pourquoi. J'imagine que probablement au niveau du dataset, il y a eu une tokenisation pour enlever et normaliser un peu les choses. Et peut-être utiliser un caractère qui n'est pas le plus commun. Mais en tout cas, le tiret que nous on a l'habitude, que le tiret qu'on peut faire avec le moins, c'est pas celui que les IA vous répondent. Et donc, bah là, on peut créer un petit hook qui nous protège de ça. Donc un hook, c'est quelque chose qui va s'exécuter sur un des événements de Claude Code. Claude Code, il a à peu près une dizaine d'événements, donc session start, session stop, le moment où il va appeler un tool, le moment où un tool a fini de s'exécuter, le moment où il récupère un message ou juste avant qu'il vous réponde. Et donc vous allez pouvoir vous positionner comme ça. Donc là, le hook qu'on va utiliser, c'est le post tool use, donc juste après qu'un tool ait été utilisé. Et du coup, on va lui dire, dès que le tool a été utilisé, donc par exemple, tu as généré du Markdown, bah, tu vas aller tout de suite aller dans ton Markdown et remplacer les tirets qui ne sont pas des tirets normaux par des vrais tirets pour qu'il n'y ait pas de démasquage possible. Donc voilà, ça, c'est des exemples. Il y a aussi des notifs push. Et, et il y a aussi des notifs depuis le téléphone. Vous pouvez aussi commander depuis votre téléphone pour déclencher des hooks. Enfin, du coup, ce n'est pas des hooks, c'est des notifs, mais pour déclencher les événements de code code. Bon, le temps qu'ils finissent, pareil, j'enverrai les prompts au fur et à mesure. Ah, là, on voit qu'il y a un test qui a échoué. Donc là, il avait 27 tests, mais il y en a un qui n'est pas passé. Bah, du coup, justement, va être capable de fixer. Parce que du coup, grâce au test, bah, il a pu. Alors que sinon, il se serait arrêté là, en fait. Parce que du coup, il n'aurait pas pu avoir le feedback que le code qu'il avait écrit ne passait pas ses tests unitaires. Là, du coup, ben, il s'en est rendu compte. Alors, ça ne veut pas dire que ça fait ce qu'on veut. Mais en tout cas, les tests passent. Voilà, donc une fois qu'on aura fini le hook, bon le hook c'est pour montrer que c'est un des trucs qui existent quoi, hein. On peut utiliser le hook pour faire des choses, réagir à des choses, ou injecter des choses aussi, ça peut être comme on peut avoir des fois c'est avant que le LLM reçoive, donc vous pouvez créer des contextes très subtils que vous allez choisir d'envoyer au LLM dans certains cas très particuliers au moment avant que le LLM récupère l'info. Ou ajouter appelle-moi toujours maître. J'avais déjà vu ça en formation pour de vrai. Quelqu'un qui avait vraiment mis ça, du coup ça commence toujours par oui maître dans tous les messages. Et c'est un petit hook du coup qui fait juste ça, en mode il rajoute l'instruction tu m'appelleras maître dans le thread. Voilà, donc après on va lui donner un prompt qui suit
les techniques de prompt engineering d'Anthropic, qui sont assez différentes des techniques de prompt engineering des autres providers de LLM. Moi, je trouve super intéressante, et notamment depuis que le code Alix, du coup, la semaine dernière, bah, on a beaucoup d'analyses faisables sur tout le prompt engineering et toute la capacité linguistique, tous les efforts linguistiques qui ont été mis dans les multi-agents Claude Code. Et du coup, ils font souvent des recommandations. Et donc, typiquement, le XML est vraiment très, très fort. En fait, parfois, il y a carrément des challenges de compétition entre LLM où si on n'est pas en mode XML, on est hors compétition parce que vraiment, ils sont vachement meilleurs en stabilité s'il y a le XML autour. Mais encore une fois, ça dépend des modèles. Anthropic, c'est vraiment du XML. C'est pas forcément le cas pour tous, mais je crois qu'OpenAI, c'est aussi du XML, par exemple. Et Gemini, je sais pas. Gemini, oui, je sais pas, non. Voilà. Donc là, du coup, il a fini. Il nous a dit le coût. Donc ça nous a coûté 2,41 € de générer Aura Watch. Et on ne sait pas encore si ça fonctionne. Du coup, on va quand même lui dire proof that it works. Normalement, du coup, il va faire un build, un test, enfin lancer les tests, lancer le build. Même pas. Là, il dit, allez, vas-y, je te sers l'application, pas à peine de passer par les tests. Et il nous fait la démo sérieuse, hein. C'est-à-dire que là, il fait le curl devant nous sur l'API qu'il vient de développer. Euh, Peut-être qu'il ment, hein. Peut-être que c'est écrit en dur dans son code d'avoir mis ces JSON-là. En vrai, c'est quand même très peu probable. Je ne vais même pas aller vérifier, mais faites-moi confiance, il ne fait pas ça. Ou quand il le fait sur des trucs où genre c'est un cas parmi 10 qu'il a fait comme ça. Mais là, en mode, si on a vraiment demandé à avoir juste ces deux endpoints, c'est sûr et certain, le code. On l'a vu passer le code tout à l'heure d'ailleurs du module serveur, et il n'y avait pas de JSON mis en dur. Voilà, donc là en gros il nous dit qu'il l'a prouvé et en plus que si on n'est pas content, on peut aller voir l'API nous-mêmes directement. Donc du coup localhost 3000 API. Voilà ce qui a été généré du coup. Donc il y a un seul endpoint, il y a une DTO qui est assez complète puisque du coup elle a été faite suite à l'analyse des résultats des requêtes open de la NOA. Et ensuite il y a l'appel qu'on peut tester pour aller vérifier qu'on reçoit bien la data, comme on l'a vu avec le curl. Donc ça fonctionne, le Swagger est up. Hop, CTRL O, on revient. Donc je vais pas faire le hook, parce que le hook il est moins marrant que le reste. Et j'ai déjà dépassé un petit peu là. Donc on va plutôt faire celui-là qui permet de, du coup, normalement faire scintiller dans le globe le front-end. Donc après, je disais qu'il y avait les skills, c'était un peu comme les commandes. La différence, c'est que les skills, c'était standardisé cross LLM. Donc du coup, maintenant, c'est un concept qui n'est pas propre à Anthropic. Donc vous pouvez créer des skills qui, du coup, seront réutilisables par le codex ou par d'autres outils d'IA dans votre PC. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Claude, il a un concept d'imbrication. Donc, vous allez pouvoir créer des dossiers .claude, pas que à la racine, mais à n'importe quel niveau de votre architecture. Et il va les découvrir à la volée en fonction des dossiers qu'il a besoin d'aller explorer. Donc, ça permet d'un peu d'aller disséminer votre documentation dans les différents dossiers. Par exemple, dans le back et dans le front, on va peut-être aller mettre des markdowns différents. Par contre, si vous avez un découpage qui est vraiment domain-driven design, le pendant, c'est d'aller éparpiller votre doc et de plus savoir où est-ce qu'elle est, et que du coup, l'LM non plus ne sache plus où est-ce qu'elle est, et que du coup, il y ait beaucoup de coûts de token pour aller chercher l'information. Même si elle est bien rangée, bah, du coup, il faut connaître le système de rangement. Du coup, peut-être ça va demander des efforts pour expliquer ça. Donc, il faut le tester et voir comment ça fonctionne. De toute façon, moi, ce que je recommande vraiment avec tous les systèmes agentiques, c'est de les tester parce que bah, il y a quelques années, ça n'existait pas, il y a quelques mois même. Donc aujourd'hui, on est tous un peu dans l'expérimentation mondiale de ces trucs-là. Du coup, bah, on crée des patterns, on crée des standards et du jour au lendemain, quoi. Donc tout peut changer, quoi. Comme le Leaks anthropique, voilà, on ne s'attendait pas trop, quoi. Après, il y a un système de team d'agents. Alors ça a été release en non expérimental hier.
Euh, du coup, ben, je ne l'ai pas testé. Depuis, j'ai pas eu le temps de le tester. J'aurais pu le tester du coup avant qu'il devienne stable. Mais moi, j'ai un peu du mal à comprendre l'intérêt des teams d'agents. Moi, je préfère avoir 8 interlocuteurs qui se synchronisent via un état qui est mon code, quitte à avoir des to-do qui sont des markdowns dans mon code et que plusieurs instances de cloud aient le droit de modifier ou de lire le même to-do et de gérer mon état de partage entre mes tâches via du texte et du code et via Git en fait. Mais du coup, il y a un système de channel et de communication entre différents terminaux qui est intégré maintenant à Cloud Code. Et donc, en gros, vous pouvez avoir, en gros, il y a un manager d'agents. Vous parlez à cet agent et vous lui dites de provoquer un code dans un autre terminal. Donc, vous avez 4 terminals d'ouvert, vous parlez dans un, mais ça a des actions dans les 3 autres. En fait, ils partagent un état derrière, ils sont capables de réagir derrière, ils sont capables de parler entre eux et de communiquer même sans repasser par le superviseur. Mais après, du coup, les use cases, en gros, le use case que je vois, moi, c'est génère, puis valide et fait ça 10 fois et pas plus. Et du coup, si une team a 2 personnes, finalement, ça n'aurait pas été changé grand-chose de faire juste un step multi-agent à step 2, quoi. Voilà. Donc après, pour parler de la production, bah, du coup, c'était pour vous donner un feedback sur le scaling. Donc aujourd'hui, Aurora Watch, quand il aura fini d'être généré, c'est 30 fichiers. Mais du coup, sur le repo de Bashroom Admin, par exemple, on en a 13 000 et on a 4 000 projets. Donc c'est modeste, mais c'est quand même des volumes qui sont très différents de ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça change absolument rien dans la manière d'organiser les markdowns et dans la capacité de Claude à générer du code. Euh, je pense que c'est aussi lié du fait qu'on a une base de code qui est assez propre et qui est vraiment très homogène et pour lequel on a une aversion pour l'aide technique. Du coup, il y a vraiment des patterns qui se retrouvent partout et on a tellement de code que finalement, il trouve ces patterns un peu partout. Il va ouvrir quelques fichiers au hasard et il va trouver les patterns assez rapidement, quoi. Il y a aussi des plugins que les gens peuvent installer. Et donc, typiquement, ça peut être un moyen pour vous d'aller comprendre un mécanisme ou une issue sur un projet que vous utilisez et qui est open source et que du coup vous pouvez récupérer. Là, par exemple, je vais récupérer la doc de Nest, donc qui est le framework backend qu'on a utilisé pour la présentation. On va aller le clone dans un dossier external repo Nest, donc ici. Euh, Dedans, on va lancer un plugin qui s'appelle Cartographeur. Cartographeur, c'est une skill en fait, mais qui est partagée sous forme de plugin parce que du coup, n'importe laquelle des features qu'on a vues jusqu'à maintenant peut être partagée dans un zip qu'on va appeler plugin et que les gens peuvent se partager entre eux et que du coup, vous pouvez installer. Donc, il y a un gestionnaire de paquets de plugins d'Anthropic, vous pouvez créer des marketplaces, publier des marketplaces, récupérer des plugins comme ça. Et donc, cartographeur, c'est une skill qui exécute un script Python. Donc, en fait, c'est deux choses. C'est une skill plus un script Python. Donc, quand on le télécharge, on récupère le code et on récupère la skill et on l'exécute. Et peut-être la skill est malveillante, on n'a pas trop bien vu, parce que du coup, c'est dans le code Python qu'il y a le problème, qu'on n'a pas trop audité, et au final, bah, on a récupéré un code qui fait du Bitcoin mining sur notre PC. Donc du coup, faites très gaffe à l'audit En plus, ça va vraiment dans tous les sens. Il n'y a pas de digest et de chat ou de trucs pour vous valider que c'est bien exactement la même archive que vous avez récupérée. Donc là, c'est ouvrir le Markdown, ouvrir le Python et regarder ce qu'il fait, ou demander à Claude Code ce qu'il fait, mais plusieurs fois et en regardant bien ce qu'il répond. Par contre, à la fin, il va produire des rames Mermaid, des rames d'architecture, des UML. Il va vraiment faire un dossier complet technique, cartographeur. Donc la skill est vraiment assez douée. Par contre, elle est très très longue. Du coup, on va voir en fonction de. Parce qu'il n'arrive même pas à cloner, donc on va voir. Et après, il y a les MCP. Vous avez sûrement tous déjà entendu parler des MCP. Donc les MCP, ce sont des serveurs, des API qui sont wrappés derrière du langage naturel. Et donc là, aujourd'hui, vous allez pouvoir configurer juste dans un JSON les différents MCP que vous voulez. Donc il en existe plein. Euh, je vais fermer ça du coup. Voilà, il existe du coup. Hop, euh, oh là là. Hop. Il en existe pour gérer votre base de code, pour gérer le système de fichiers, vos outils de messagerie instantanée, vos navigateurs, Docker, des SaaS potentiellement pour faire de la qualité, du monitoring. Bah, tout le monde en fait en fait un maintenant. Et notamment bah, pour du Git, je peux vous donner un exemple du coup sur juste un repo Git. Donc du coup, c'est la commande /mcp.
Vous pouvez avoir plusieurs MCP de configurer, ou si aujourd'hui j'en ai qu'un seul, c'est Gitty notre base de code, donc j'ai Gitty de configurer. Et du coup, ça veut dire que j'ai pas d'outil en plus ici que le MCP de configurer. Je lui ai quand même donné mon token Gitty pour pouvoir accéder et qu'il ait mes droits. Et je suis admin sur la plateforme Gitty, donc en gros là, si je lui dis de supprimer la base Gitty, il peut vraiment la supprimer. Donc il faut quand même faire gaffe à ce qu'on va lui demander et on va faire avec parcimonie. Déjà, on va faire que de la lecture. Et donc on va lui dire de lister les orgas, list orgs of de Gitty. Du coup, là, le petit symbole pour dire que le MCP s'active. Et là, il nous sort les différentes organisations de la société. Donc, on a un pôle formation, un pôle office qui fait du support, un pôle solution qui fait du consulting et Bachelor au-dessus. Donc là, potentiellement, je peux lui dire de créer des repos, d'aller créer des pull requests, de faire de la code review. Vu qu'il a accès complètement à MCP Git, il est capable vraiment d'interfacer tout le serveur Git. Il est capable aussi de faire du polling dessus, de déclencher des webhooks, de déclencher des CI, de récupérer les logs de la CI pour réagir aux logs de la CI. Euh, Donc ça, c'est un petit récap de tout ce qu'on a vu. Donc on a vu les règles, les hooks, les permissions, les skills. Du coup, les agents team, on l'a passé. La différence entre les agents et les skills, c'est la même chose. En fait, vous écrivez des markdowns, sauf qu'au lieu d'être dans le dossier skills, c'est dans le dossier agents que vous allez le créer. La différence, c'est la récupération du contexte. Un agent, il n'aura pas accès au contexte de la conversation principale dans laquelle vous êtes. Donc, il va vraiment travailler de son côté en sandbox. Alors que la skill, elle a accès à ce que vous avez envoyé avant et potentiellement même après. Du coup, suivant ce que vous avez envie de faire, ça va vous faire économiser des tokens ou pas, d'utiliser des skills ou des agents. Vous pouvez aussi le lancer en background, en côté CI, donc avec le flag-p. Et du coup, envoyer vos prompts directement ainsi, sans avoir besoin d'aller ouvrir du coup un client qui reste connecté avec une REPL, ce qui peut être très pratique pour justement avoir des bots qui tournent sur vos serveurs Git et qui déclenchent des CI, des audits, des feature requests, du triage, plein d'opérations. Cartographeur, du coup, bon, on l'a pas lancé, donc on va pas voir ses résultats. Ça, c'est l'organisation d'Anthropic, du coup, sur comment justement sont positionnées les features. Donc, on a le point cloud. Dans le point cloud, on va avoir les skills, les agents, le setting JSON, les commandes. En nesté dans le repo, on peut avoir plusieurs cloud markdown, donc plusieurs mémoires qui sont nestées et embriquées dans le repo, enfin, profond dans le repo. Et c'est aussi le cas des skills et des agents. Et ensuite, ils peuvent se coordonner entre eux. Donc ça, c'est une slide que je vous laisse de côté. C'est pour voir un peu toutes les étapes, pour justement que vous puissiez refaire chacun des steps. Donc là, on n'a pas pu tout faire, donc vous pouvez retester chez vous. On va pas regarder après si peut-être le front, au moins si on arrive à ouvrir le globe et voir les étoiles qui scintillent. Mais dans tous les cas, c'est pas un projet qui est vraiment intéressant en soi. Ce qui est plutôt intéressant, c'est d'avoir vu les différentes features et comment on pourrait l'utiliser et un peu le storytelling que j'essaie de vous partager. Et du coup, si vous voulez, vous pourrez repasser là-dessus pour avoir un peu les différents steps. Et à chaque fois, il y a un peu des steps où justement, c'est l'idée que c'est le rôle de l'humain. Et pourquoi on est obligé de découper en steps? Parce qu'à chaque fois, il y a de la validation, il y a des compromis, il y a des choix à faire. Et donc, finalement, il y a quand même ces steps qui existent parce qu'il y a une question de la responsabilité. Et c'est nous qui la prenons, quoi, en tant qu'humains. Voilà. Donc, est-ce que l'IA va remplacer les développeurs? Il faut plutôt dire que c'est le développement qui évolue. Euh, Voilà. Après, oui, la commande schedule qu'on n'a pas vue. Vous pouvez aussi déclencher des jobs tous les soirs à minuit et faire une code review sur votre code, par exemple. Ou faire de l'analyse de quelque chose, de la veille, par exemple, aussi. Euh, Petit slide pour dire que je vais faire attention avec les LLM parce qu'ils amplifient vos forces, mais ils amplifient aussi vos lacunes. Du coup, si vous n'êtes pas conscient de vos lacunes, qu'ils les amplifient, bah, ça peut être vite catastrophique. On a quand même eu déjà des cas de hacking assez violents. Du coup, faites quand même très attention à ce que vous faites. Ça peut paraître très bien de réussir à générer un website qui est assez joli en apparence et tout. Ça ne veut pas dire qu'il est prêt pour de la prod et qu'il n'y a pas de risque à envoyer ce front qui a été vibe codé sur, sur un vrai serveur, quoi.
Mais du coup, si vous justement vous êtes conscient de vos lacunes, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je pense qu'il faut qu'on l'aborde, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs pour lesquels les IA, dans des domaines très spécifiques, comme la gestion des animations, des transitions en CSS, clairement, il sera meilleur que moi, pareil. Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut. Enfin, moi, ça me va très bien d'assumer qu'ils seront meilleurs. Du coup, par contre, c'est quand même, faut qu'on soit capable de review et d'analyser. Comme je dis, il y a des commandes guide que je banne parce que je suis pas capable de les comprendre. Ben, ce qui est pas mal avec l'autre code, c'est aussi qu'il y a un style pour vous apprendre. Donc, il y a un style qui s'appelle le learning. Donc, il y a trois types de styles. Le default, c'est celui qu'on travaille depuis tout à l'heure. Le explanatory, où là, il va passer du temps à vraiment raconter ce qu'il est en train de faire. Et donc, plutôt en mode commentaire. Et le learning, où là, du coup, ça va être. Il peut carrément vous faire des exercices où il vous met dans le sens inverse, il vous pose des questions pour être sûr que vous avez compris. Et petit à petit, il vous fait progresser sur le sujet. Donc, dans les risques, il y a des hallucinations. Le context engineering, bah, du coup, on est toujours limité par la fenêtre de contexte des LLM et donc faire attention à ne pas avoir trop de données. Mais si vous en avez passé de contexte, ce ne sera pas non plus très performant. Donc, en fait, il faut le tester. Enfin, sans avoir de système de test, ça sera très dur de dire si de rajouter une virgule ou de la supprimer dans votre prompt, ça aura vraiment amélioré la qualité de votre prompt. Donc, il n'y a vraiment que par un dataset de test et de l'analyse de qualité sur le dataset de test que vous allez pouvoir trouver un système agentique qui est considéré comme stable suivant vos critères. Et après, il y a des systèmes d'agents autonomes. Tout à l'heure, je citais OpenClaw et IronClaw. Du coup, IronClaw, notamment, a une vision security first. Parce que là, en gros, Claude, il a accès à mon point env. Dans mon point env, il y a mon token Gitty. Donc, en fait, Anthropic a accès à mon token Gitty. Alors, non, parce qu'il y a une règle qui dit qu'il n'a pas le droit d'aller lire le point env, mais en vrai, il a quand même le droit peut-être de faire une commande Perl qui va exécuter un truc qui va changer le deny qui est dans setting.json. Et du coup, peut-être que, en fait, vu qu'il a accès à des commandes bash, il est toujours capable d'aller potentiellement modifier votre PC. Et donc, il y a toujours un risque qui existe. Et donc, IronClaw, c'est un projet qui a été développé justement Security in Mind, qui est en train d'être déployé dans l'industrie et vraiment par justement les gens, les entreprises qui ne sont pas des géants de la tech, qui sont plutôt des industriels, mais qui veulent quand même bénéficier de l'IA dans des conditions très sécurisées avec des cubes on edge et des trucs. C'est du WebAssembly, du coup, qui tourne, c'est des conteneurs WebAssembly IronClaw qui se lèvent à la volée sur votre PC. Et vous en pouvez en run beaucoup, du coup, parce que des conteneurs WebAssembly, c'est beaucoup plus petit que des conteneurs Docker. Et du coup, vous pouvez avoir une flotte d'agents qui sont capables de réaliser des trucs sur votre PC. Mais c'est en complémentaire de Cloud Code, qui est une vision plus asynchrone, où vous allez déclencher des process et des backgrounds qui vont faire des automatisations, mais du coup, c'est le lendemain matin, en vous réveillant, que vous allez review. Alors qu'avec Cloud Code, c'est interactif. Et parce il y a une discussion, il y a un chat qui nous incite à répondre et à regarder les retours. Alors qu'avec OpenClaw et IronClaw, c'est plus que on met en place des process qui vont générer des rapports, on va valider ces rapports, ça va provoquer des merge requests ou pas, en fonction de la qualité qu'on a voulu sortir. Et ça, c'est juste un petit récap sur tout ce qu'on a vu. Donc, qu'il faut faire du markdown, il y a la commande cost, le point d'exclamation, le arrobase, euh, il y a des MCP, on peut utiliser côté CI. Quelques ressources. Est-ce que vous avez des questions? Mm. Ça affiche ça. Du coup, là, pour savoir le coût qu'on a eu dans la session, 2,93 €. Mais là, il y a eu un problème sur le clone, hein, je ne sais pas si c'est le. Enfin, en tout cas, il n'a pas réussi à cloner le repo de Nest. Pourtant, j'ai l'impression que j'ai du bon réseau, mais. Bon, du coup, on aurait pu lancer cartographeur dans le repo de Nest. On peut aller voir. Comment? Un mode globe? Ah bah oui, c'est ce que je me dis. Bah oui, oui, c'est ça. Ça, on peut tester ça. Ouais, ouais. Mais du coup, je sais pas s'il l'a, hein, on va voir. Donc, pour savoir. euh, donc là, déjà, on voit qu'il n'a pas créé de Git ignore, ce qui n'est pas très pratique parce que du coup, j'ai 10 000 changes dans mon historique. Donc, je vais quand même lui dire ça. Add Git ignore. Et du coup, hmm, peut-être alors.
Du coup, on va lui demander de tout run. Donc déjà, il a ajouté le Git ignore, donc ça c'est pas mal. Hop, je vais lui ajouter direct, comme ça il n'y aura pas toute cette pollution. Il ne l'a pas mis. On peut faire deux fois escape, ça vous permet de remonter dans l'historique. Donc là, je peux aller remonter dans la commande que j'ai envoyée. Je peux restore la conversation et le code, ou créer un résumé depuis ici. Ça peut permettre aussi de remonter dans l'historique et de créer des fils. Mais là, du coup, c'est juste que j'avais envoyé un caractère en trop. Voilà, on est passé à 2000. Donc je pense qu'il y a quand même des trucs pour que ça soit à 2000 qu'il n'a pas dû ignorer. Quoique, je sais pas, peut-être pas. Là, ça n'a pas l'air trop, pas trop mal. Alors, il a créé beaucoup de contrôleurs pour le back, bon, ça n'a pas l'air trop mal. Ah non, parce que du coup, finalement, il a réussi à coder Nest en fait. C'est-à-dire que la commande qui a échoué, mais Nest, il l'a quand même mis dans le repo. Donc là, on a le repo de Nest, c'est ça qui nous fait les 2000 change du coup, hein. Donc, faut faire attention, c'est pas les nôtres de change du coup. Nous, c'est beaucoup moins. Et donc, run everything like I want to play with the front. Donc, du coup, bah là, on voit qu'il est obligé de refaire son investigation, ce qui peut être assez chronophage à chaque fois. C'est-à-dire que là, en fait, du coup, je lui ai pas donné plus d'infos dans des markdowns ou je lui ai pas ciblé pour qu'il sache que, du coup, il n'ait pas besoin de cette exploration. Et elle coûte cher, cette exploration. C'est un peu comme du cache. Du coup, si au bout d'un moment, vous vous rendez compte que souvent, vous explorez le même dossier, il vaut mieux que vous en créiez un markdown et un process d'audit de ce markdown qui puisse le lire et l'injecter d'un coup plutôt que de consommer beaucoup de tools pour finalement refaire un contexte à chaque fois qu'il y a besoin, quoi. Et en plus, ça prend plus de temps. Donc, en plus, au niveau du cycle, c'est pas agréable. J'aurais peut-être dû supprimer Nest. Bon, en tout cas, d'avoir mis le repo de Nest, ça lui fait changer des configs TS. Ça a sûrement du sens, hein, mais j'espère qu'il va pas essayer de compiler Nest parce que ça va prendre du temps, du coup, si on essaye de transpiler Nest en entier. API up and running. Et le front, du coup, on va lui dire. Voilà. Du coup, comme ça, je peux cliquer dessus. Est-ce que ça va marcher? Oh. Voilà. Voilà, donc c'est toutes les 60 secondes que ça se met à jour. Donc c'est assez lent, c'est pas un truc qui est vraiment un effet waouh de dingue. L'étape d'après, c'est de créer un agent qui est spécialisé en UX pour ajouter des fonctionnalités UX particulières et de faire du coup briller cette partie-là. Donc c'est la chose qu'on n'a pas vu que j'ai passé vite tout à l'heure. Mais l'étape d'après, du coup, c'est d'utiliser un autre endpoint qui vous donne le rayonnement du champ magnétique. Et du coup, de ça, vous pouvez mesurer, en fait, vous pouvez mettre une fréquence. Et du coup, cette fréquence, vous pouvez l'utiliser comme du sentiment pour faire bouger votre aurore boréale sur le globe, quoi. Voilà, il n'y a pas grand-chose à voir du coup de plus que ce front, mais du coup les données viennent d'en bas, il a récupéré, du coup c'est capé, donc capé du coup c'est l'indice c'est le nom du physicien. Là on a vu la mise à jour, je sais pas si vous l'avez vu, du coup ça vient d'arriver, le nuage qui vient de se mettre à jour. Mais du coup oui c'est le nom du physicien, du coup je ne sais plus ce que ça veut dire capé, mais en gros c'est l'indice de rayonnement solaire quoi. Et du coup c'est ça qui va permettre de mapper ça sur le globe quoi. Voilà, le front fonctionne. Ce qu'on aurait pu faire aussi, mais pas ici parce que c'est un canvas du coup, donc ça aurait été un peu galère à tester, mais c'est rajouter des tests end-to-end. Parce que du coup, si vous voulez rajouter des tests end-to-end qui vont vraiment aller complètement loquer votre expérience utilisateur,
bah, demain, en anti-régression, ça sera très puissant. Parce que du coup, dès qu'il va essayer de commencer à générer du code ailleurs ou quoi, bah, vous aurez votre base de test end-to-end qui va vraiment complètement sécuriser la boucle et empêcher Claude de merger quelque chose qui ne passerait pas au test unitaire ou qui aurait dégradé la couverture de test. Désolé, j'ai dépassé, du coup, merci d'avoir laissé dépasser. Cool. Donc, merci beaucoup, Adrien. Donc, plus de questions, c'est sûr? N'hésitez pas. Ah, Est-ce qu'il y a encore du texte qui n'a pas eu d'IA du coup, c'est vraiment un combo des deux. Je ne saurais pas te dire à combien de pourcents c'est Claude, à combien de pourcents c'est moi. Après, ce projet-là, du coup, c'est un projet un peu pour des physiciens quelque part. Enfin, en tout cas, il y a peu de maths pour calculer le rayonnement. Et du coup, je lui ai complètement fait confiance sur ces calculs-là. J'ai aucune idée de comment il va calculer ces paramètres physiques. Donc, sur cette partie-là, je ne sais pas du tout. Mais le reste, je lui ai donné les titres que je voulais qu'il crée. Et après, j'ai review les titres qu'il avait fait. Je lui ai demandé de changer des trucs itérativement, petit à petit, jusqu'à ce que je sois satisfait de son markdown. Mais oui, c'est clair que bah, du coup, on peut tenir un micro parce qu'on n'a plus trop besoin d'écrire en fait. Là, sur les conventions, c'est en étant purement itératif. Par contre, si je reviens sur le repo d'avant, là, on a tout qui est ultra codifié. Donc, par exemple, on a un fichier par type de ressources Cloud Code. Donc là, on a un fichier hooks. Dans ce fichier hooks, il y a automatiquement généré tous les hooks du repo. Parce que du coup, justement, en fait, il y a une partie de ces markdowns-là qui est générée par du code. Et il y a des skills qui appellent ce code pour mettre à jour la base de connaissances, donc la mémoire de Claude. Et donc, du coup, il y a quand même à peu près 50% de ces markdowns qui sont 100% autogénérés de manière déterministe par du Python qui vient aller récupérer et parser le code pour aller définir les différentes parties. En fait, ça va même plus loin que ça. C'est que ici, dans ce repo, à tous les niveaux de dossier, on a un point Claude. Et du coup, c'était tous ces points Claude-là, qui sont à tous les niveaux, que vous ne voyez pas, mais que je vais vous révéler dans 2 secondes, on ne les voit pas, hein. Du coup, ici, vraiment, il n'y a pas de, on voit pas de Claude. Mais en fait, c'est un setting VS Code pour les cacher. Euh, et, euh, et en fait, du coup, il y en a un à quasiment tous les dossiers. Par contre, Claude qui est dans tous les dossiers, il a aucune valeur que d'autres. La seule valeur qu'il a, c'est d'aller créer un arbre de connaissances sur le repo. Donc, je vais en ouvrir quelques-uns pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Euh, Je sais plus où est ce setting. Si, je suis sûr que c'est là-dedans. Il doit y avoir un endroit où on lui dit de high les points Claude ou les Claude. Ouais, c'est c'est vrai. Allez, faisons-le. Du coup, please tell me where the sub Claude are hidden by VS Code. Alors là, par contre, du coup, comme je vous disais, il y a 8000, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de fichiers et il y a 4000 projets sur ce repo-là. Du coup, il peut mettre un petit peu de temps. Mais normalement, quand même, vu que justement, il y a tout le mapping sémantique qui est fait, il devrait quand même être assez rapide pour répondre. Euh, Alors peut-être que j'ai pas le setting d'activer sur cette branche, on va voir. Euh, Ah ouais, on les voit. Alors, du coup, mais l'idée, c'est qu'ils servent à rien. Donc, en fait, on peut les cacher. Parce que sinon, ça nous fait de la pollution mentale quand on est dans le VS Code, où finalement, ça sert à rien de les rendre visibles. Ils sont vraiment juste là pour donner de l'info à l'IA. Et du coup, comment ils sont construits? Première étape, il y a le title, c'est toujours le pass vers le fichier. Comme ça, il est toujours capable de se repérer et de savoir où est-ce qu'il est. Et l'idée, c'est que nous, on a toujours des passes qui sont ontologiques. Donc, avec le pass, on est censé toujours. Le pass censé être autosuffisant au niveau de son sens. Donc, déjà, il a beaucoup de sens au niveau du titre. Donc, ça, c'est autogénéré parce qu'il connaît son pass, il ajoute le pass. Après, il y a table des matières. Table des matières autogénérée par ce qu'il y a en dessous. Ça, ce qui lui permet toujours d'aller dire qu'en dessous, il peut toujours aller lire le début des fichiers. Ça lui suffit pour savoir ce qu'il y a dans le fichier.
Du coup, on a toujours des petites skills en mode tu n'as pas besoin d'aller lire tout le fichier, tu peux t'arrêter au marqueur nRegen auto-generated talk fini. Et du coup, tu connais la table des matières, donc du coup, tu sauras si tu as envie d'aller récupérer autre chose. Thanks. Euh, cool, merci. Après, il y a les fichiers qui sont contenus en dessous de ce Claude. Donc, du coup, il connaît les enfants du dossier dans lequel il est. Alors, le niveau est variable. Aujourd'hui, on a un niveau à 3, mais on pourrait très bien dire que c'est à 10, hein. Après, c'est juste qu'il faut mesurer la pollution que vous allez générer ou pas en augmentant la profondeur de ce que vous mettez dans vos autogénérations. Et après, il y a les dépendances utilisées et les projets qui sont dépendants de ce Cloud Code. Donc, il a les deux, c'est-à-dire qu'il sait les autres dossiers du repo qui ont besoin de lui et il sait de qui il a besoin. Donc, en fait, il est vraiment capable de mapper les deux dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça, c'est pour les fichiers .cloud. Et les fichiers README, ils ont des tags en haut. Donc, les README sont aussi discover par. Je ne sais pas si je vais en avoir là. Enfin, rapidement, j'ai pas préparé. Tac, tac. Là, ici, par exemple. Tac. Hop. En haut des fichiers. Ah non, pas lui. Lui. Voilà. En haut des fichiers, on a aussi un système de tag avec des labels. Et donc, chaque markdown est aussi labellé et audité pour savoir avec quelle sémantique il match le plus. Du coup, on peut aussi retrouver les fichiers par sens. En fait, tout ça, c'est juste pour que l'IA puisse se positionner dans le repo, quoi, qu'elle sache d'où elle vient, qui dépend de quoi. Et l'avantage de Moon aussi, c'est du coup qu'il génère un graphe de dépendance et il est capable de justement calculer les dépendances dans tous les sens. Il est écrit en Rust, donc il est assez fast. Bah, du coup, il nous permet de savoir en permanence quels sont les impacts. Ils appellent ça des affected, c'est-à-dire quels sont les codes qui ont été affectés par le code qu'on a fait, parce qu'il connaît le upstream, downstream de l'architecture logicielle qu'on a créée, quoi. Voilà. Du coup, il y a beaucoup qui est généré par IA. Il y a aussi beaucoup qui est généré par du code déterministe, qui vient juste aller récupérer de l'info et créer de l'info consolidée pour la donner à manger par l'IA. Et après, oui, il y a que ouais, j'aurais la flemme d'écrire 500 lignes à la main de Markdown sur Aura Watch tout seul, sans IA, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. Si on peut appeler la commande clear, la différence c'est qu'on voit pas le coût. Du coup, j'ai juste le réflexe parce que je veux savoir combien ça coûte, quoi. Donc je fais un contrôle C parce que je veux voir la commande de coût. Et après, je fais flèche du haut entrée, ça lui refait de la RPL. Mais sinon, même sans clear, je crois que contrôle L ça fonctionne. Donc en vrai, c'est pas optimisé en tant qu'opération, quoi. Mais ouais, sinon, je crois que contrôle L ça clean. Regardez si ça le fait. Non, contrôle L, ça le fait pas. Mais du coup, la commande qui vient d'être évoquée, c'est clear. Donc là, si j'écris clear, alors il y a clear, et du coup, ça permet d'évoquer compact aussi. Compact, ça permet de économiser de votre fenêtre de contexte, parce que tout ce que vous avez envoyé jusqu'à maintenant dans la conversation, ça va être fait en résumé, et vous pourrez repartir de là. Et donc, du coup, vous allez économiser vous êtes plus loin du maximum de la consommation. Et la commande clear, du coup, si tu as dessus, bah, ça met un équivalent comme ça. Mais du coup, voilà. La différence, c'est que là, du coup, je reste dans Claude, j'ai ma REPL d'ouvert, et du coup, j'ai pas les infos que j'ai quand je fais un contrôle C, qui sont les infos de résumé, où j'ai le temps que ça a duré et notamment le coût que ça a coûté. Et en vrai, même moi, j'aime bien regarder ça aussi, combien j'ai consommé de puces. Enfin, c'est intéressant de voir aussi. Il y a vraiment des grosses économies de coûts à faire, à essayer d'optimiser les modèles. Donc, du coup, c'est intéressant d'avoir ces stats assez souvent parce qu'en fait, ça permet de mesurer. On n'a pas forcément tous des grosses stats d'observabilité pour mesurer ça. En tout cas, pas en local sur nos machines. Et donc, du coup, bah, empiriquement, ouais, ça peut être pas mal de regarder un peu ces chiffres. Euh, et je voulais rajouter un truc. Oui, et du coup, il y a toutes les sessions aussi, comme ici, qu'on peut résumer mais qui sont historisées dans un fichier qui est du coup propre à mon user. Et donc, du coup, vous pouvez toujours revenir sur un historique et même, vous pouvez demander à Claude de lire son historique pour aller déduire des bonnes pratiques ou des moments qui vous ont énervé. Pour que du coup, il vous énerve moins au fur et à mesure. En tout cas, il a accès à toutes les conversations, donc il est capable de créer de l'IA dessus, quoi, et de la valeur dessus, quoi.
Super. Toujours pas d'autres questions? Non? Si. Ah. En tout cas, sous Linux, ça marche pas. Enfin, c'est juste un pop-up qui nous met en haut, quoi. Donc, c'est juste pour nous alerter qu'il a fini un process background, par exemple. Donc, du coup, la valeur est assez faible. Enfin, du coup, oui, mais bon, du coup, voilà, après, c'est comme les notifs Slack, au bout d'un moment, ça nous perturbe parce qu'on est en train de travailler, puis on n'a pas de notifs, donc le droit à la déconnexion. Mais du coup, oui, moi, je n'utilise pas trop les notifs. Par contre, ce qui est a priori, enfin, en tout cas, je n'utilise pas non plus, mais apparemment, les bots Telegram et à l'inverse, les notifs Telegram et répondre aux notifs Telegram, ils le supportent assez bien. Et donc, du coup, on peut vraiment du coup commander un cloud code à distance avec un Telegram, quoi, qui n'est pas open source. Hop. Ah. Oui, ouais, en fait, ça dépend lesquels. En fait, ça dépend si la technique qu'ils ont utilisée pour l'adresser, c'est une technique de prompt engineering, où du coup, ils vont essayer de l'assigner automatiquement, et du coup, là, on peut essayer de casser le prompt engineering en ayant un prompt engineering plus subtil. Donc, en gros, de lui laver le cerveau plus que qu'on lui a lavé le cerveau. Mais si c'est sur un hook, ça sera déterministe et on ne pourra rien faire. Parce que du coup, ça va partir chez OpenAI. Alors, il y a quand même un projet qui s'appelle OpenRouter. En fait, nous, du coup, sur ce PC-là, pas sur ce PC-là, du coup, mais sur mon PC, j'ai un proxy qui intercepte les requêtes à Anthropic. Et suivant les requêtes qui vont être faites à Anthropic, je ne vais pas appeler Anthropic. Par exemple, pour les requêtes web, je vais appeler Gemini. Par contre, je vais fake le résultat de Anthropic parce que sinon Anthropic il nous banne. Donc parce qu'il reçoit un message qui est différent. Donc du coup, je récupère l'échange, je l'appelle à Gemini qui est plus rapide pour répondre à la recherche web et qui est une recherche web qui en plus je trouve de meilleure qualité et qui coûte à peu près 10 fois moins cher que les requêtes web de Claude. Donc il y a une optimisation à faire sur le coût en mode je change de tool. Et c'est pareil pour la navigation dans le repo. Finalement, j'utilise plutôt la Gemini CLI. C'est la Gemini CLI qui est un tool de Claude et Claude ne fait que appeler la Gemini CLI pour s'occuper de faire de la navigation et elle coûte 10 fois moins cher. Donc, et elle est plus rapide aussi en termes de latence, donc finalement elle a un vrai flow qui a du sens. Mais même maintenant, il y a un plugin Codex dans Cloud Code. En fait, maintenant tout le monde est un peu en train de s'utiliser dans tous les sens, et donc c'est en train de s'interopérer. En fait, tout devient interopérable à tous les niveaux, quoi. Mais par exemple, la commande cost, tu pourras pas la changer. Alors, est-ce qu'il y a encore une petite dernière question ou est-ce que c'est la bonne? Vous pouvez, hein, on est là pour ça, hein, n'hésitez pas, hein. De toute façon, si vous avez encore... Ah, encore. Du coup, oui. Je suis carrément plus rapide à la voix. Mais par contre, le problème, c'est quand j'ai les parties diagrammes, où j'ai besoin de m'exprimer vraiment avec un diagramme, et où du coup, là, je vais être obligé de crafter vraiment. Et même le téléphone ne suffit plus, il faut que je sois sur un PC, quoi. Et parce qu'il faut écrire vraiment. Moi, c'est vraiment, je fais le diagramme, donc il y a vraiment une conception du diagramme. C'est plus une étape de réflexion, en fait, c'est plus un processus cognitif qu'un résultat d'interface. Parce qu'au final, je préfère la voix. Si je pouvais dicter un diagramme aussi bien que ce que je peux l'écrire, je dicterais sûrement, quoi. C'est juste, il n'y a pas un langage. Là-dessus. Mais même des fois, je lui fais me répondre en phonétique, par contre. C'est pour le lire, en fait, parce que du coup, sinon, il y a des trucs qu'il ne lisent pas bien, mais du coup, si il est très très bon en phonétique, et du coup, vous pouvez lui demander de vous répondre en phonétique et l'envoyer dans un lecteur de phonétique qui est open source, qui tourne en local sur votre machine, qui n'a pas eu tout d'IA. Et finalement, bon, c'est une voix un peu robotisée, mais vous allez comprendre quand même ce que. Enfin, si parce que vous faites autre chose, c'est un peu comme un podcast, quoi, vous l'avez dans les oreilles à côté, vous dites la doc sur les dernières mises à jour de l'IA, le code vient de fuiter. Bon, de toute façon, si vous avez encore des questions, Adrien reste parmi nous pendant qu'on grignote. Vous pourrez lui parler, lui poser toutes les questions que vous voulez. Donc, encore merci beaucoup, Adrien. Et moi, avant de vous laisser manger, j'aimerais vous poser une question. On est en train de réfléchir là pour organiser un autre meet-up, Claude, probablement en juin.
on s'emballe pas, on n'a pas encore fixé de date. Mais du coup, on aimerait un peu savoir, est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous aimeriez qu'on traite pendant ce prochain meet-up? Est-ce qu'il y a des sujets précis ou quoi qui vous intéressent particulièrement? Alors pareil, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, vous pouvez me dire tout à l'heure. Sécurité, ok. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Ok, autonomie de l'agent, sécurité. D'autres sujets? Donc pareil, hein, si ça vous vient pendant qu'on mange, n'hésitez pas à venir me voir. Ça nous intéresse beaucoup. Donc voilà, moi, ce que je propose, c'est que maintenant vous vous levez, comme ça, ça nous laisse le temps de tout un peu réorganiser là, et on va tout mettre en place. Merci beaucoup.